Et ça y est, c'est parti. Bon, bah écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Stéphanie, qui est professeure de yoga sur Marseille au Bagne et qui va nous parler des bienfaits du yoga et de son expérience du yoga. Depuis combien de temps tu fais du yoga, Stéphanie? Alors, bonsoir à toutes. Il n'y a pas de garçons, que des femmes. Alors, je pratique le yoga depuis 2024, donc ça va bientôt faire 20 ans. Voilà, et c'est une pratique continue, régulière et assidue que j'ai eue depuis 20 ans. C'est pas quelque chose qui a été morcelé, enfin, peut-être un peu au début, mais en tout cas, depuis de très longues années, non, c'est vraiment quotidien. Ok, et donc tu as commencé, qu'est-ce qui t'a fait commencer le yoga? Alors, ce qui m'a fait commencer le yoga, c'est l'arrêt du sport, puisque j'étais une grande sportive dans mon adolescence, jeune adulte. Étant donné que j'avais des soucis de santé, puisque je suis également une ancienne anorexique, qui poussait toujours son corps à bout. Donc l'arrêt du sport a été pour moi, c'était une décision médicale en fait, hein, c'était pas un choix perso. En fait, c'est mon médecin qui m'a dit: «Bah, OK, si tu n'arrêtes pas le sport, tu vas aller directement donc à te faire opérer sur différentes parties du corps». Notamment, il y avait un genou qui commençait à partir en vrac, la colonne vertébrale, bon, il y avait pas mal de choses au niveau physique qui commençaient à coincer. Et du coup, enfin, il m'a dit: «Si tu continues le sport, sache que d'ici quelque temps, donc il est fort probable que tu rentres donc en salle d'opération pour» voilà, à l'époque, j'étais jeune maman en plus. Donc du coup, je me suis posée, je me suis dit: «OK, ben, soit tu as le choix de continuer dans ce que tu es en train de faire, donc c'est-à-dire du sport intensif, soit, ben, tu te mets sur pause». Donc j'ai quand même fait ce choix à l'époque, même si j'avais pas vraiment de conscience, corporelle ou conscience de moi, d'arrêter le sport. Sauf que quand j'ai fait ce choix, en fait, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi, parce que c'était vraiment, en fait, ce qui me rattachait à quelque chose de vivant. Et quelques semaines après cette décision, donc il fallait pour moi, en fait, faire le deuil, en fait, hein, de cette discipline sportive qui était, principalement la course à pied, je précise, mais quand même. Mm. C'était vraiment quelque chose aussi que je pratiquais au quotidien. Donc pour vous dire que en fait, la discipline au quotidien, pour moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place très jeune. Mais voilà, là, pour l'idée, c'était vraiment de faire le deuil de ça. Et quelques semaines après, il y a une voisine qui est venue me dire: «Mais en fait, est-ce que tu as essayé le yoga?» Et effectivement, j'avais entendu parler du yoga, mais de façon vaste, sans jamais vraiment m'en préoccuper plus que ça. Et donc, elle m'a donné le nom de sa prof. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le yoga. Donc, c'était un lundi matin en 2024, en février 2024. Et pour moi, ça a été juste waouh! Et sur ce premier cours, en fait, j'ai expérimenté complètement l'inverse, donc de cette pratique sportive puisque je suis rentrée, dans cette salle. Donc une professeure m'a accueillie, elle avait 65 ans. La majorité des gens qui pratiquaient, c'était des personnes qui avaient entre 60 et 80 ans. Donc j'étais la plus jeune à l'époque. Et son cours de yoga, effectivement, était très adapté donc aux personnes à cet âge-là, donc entre 60 et 80 ans. Donc principalement, mon premier cours que j'ai expérimenté, c'était du yoga donc allongé sur le sol. C'était j'inspire, je lève le bras tout doucement, j'expire, je relâche le bras, donc 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Donc complètement l'inverse donc de ma pratique sportive très intensive, calculée, chronométrée. Est-ce que j'ai trouvé le temps? Non, pas du tout. Par contre, ce que je me souviens encore aujourd'hui, c'est la sensation à la fin du cours quand elle nous a fait prendre de conscience, en fait, de comment est-ce qu'on se sentait dans notre corps. Et c'était la première fois que quelqu'un, en fait, me dirigeait vers, une intériorité que je ne connaissais absolument pas. Et quand j'ai observé ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'ai senti quelque chose que j'avais jamais ressenti dans mon corps. C'était une sensation de bien-être, de tranquillité, de connexion totale avec mon corps. Et croyez-moi, quand on est anorexique, on n'a pas du tout cette connexion corporelle, ou bien au contraire, on a une vision de son corps complètement déformée. On n'habite pas son corps non plus quand on est anorexique. Mais là, d'être vraiment à l'écoute de mon corps et d'observer en fait ce bien-être qui diffusait, waouh, c'était juste énorme. Et cette sensation-là, en fait, elle s'est engrammée en moi et c'est quelque chose que j'ai jamais oublié. Et c'est toujours ça, en fait, qui m'a motivée à aller sur mon tapis jour après jour, voilà, année après année, pour retrouver, en fait, ce sentiment de connexion totale avec le corps que jamais j'avais trouvé dans ma pratique sportive, bien évidemment. Et là, ça a été l'élément déclencheur. Ok, ah oui, c'est surprenant que tu arrives à passer de... Enfin, que tu puisses accrocher alors que c'était à l'inverse de ta pratique, enfin, de tout ce que tu connaissais, quoi.
Ce que j'ai compris pendant ce cours, bon, déjà, il y avait énormément de douceur et tout, mais c'est que je me suis dit à un moment donné, tu n'as pas besoin de te faire souffrir. Et c'est ça, parce qu'en fait, à travers l'anorexie, à travers la course à pied et tous ces sports, et puis même dans ma vie, à l'époque, j'étais maman de 3 enfants, donc toujours en train de courir à gauche et à droite. Pour moi, c'était un peu ma raison d'exister, toujours dans l'action, dans aller au-delà de mes limites. Et en fait, à travers ce cours très doux, qui sortait complètement du cadre de ce que je connaissais habituellement depuis X temps dans ma vie, c'était, mais en fait, la souffrance n'est pas nécessaire et je peux me faire du bien, mais en restant douce avec moi-même. Et ça, c'était quelque chose d'absolument nouveau pour moi, mais quelque chose qui a été très, très révélateur. Et je pense que j'étais prête, en fait, pour faire cette intégration, pour comprendre ça, en fait. Parce que sinon, si j'avais pas été prête, je pense que je me serais beaucoup ennuyée dans ce cours. J'aurais pas réussi à capter, en fait, ce que mon corps me disait en fin de séance, comme quoi il était bien. Et peut-être que je me serais dit: «Le yoga, en fait, c'est nul». Oui. C'est nul, c'est trop lent, ça correspond pas. Mais j'étais prête, j'étais aussi ouverte à l'expérience et surtout, j'avais pas d'a priori. Je ne savais pas du tout ce qu'était le yoga, puisqu'à l'époque, en 2004, en plus, j'habitais pas dans le sud, j'habitais dans les Vosges. Donc, ça courait pas les rues non plus, le yoga à l'époque. Et voilà, je m'étais pas renseignée sur ce qu'était le yoga. J'avais les vidéos à l'époque, ça n'existait pas. Donc, j'y suis allée de façon neutre. Et pendant très longtemps, j'ai cru que le yoga, c'était ce que pratiquait ma prof, ce qu'enseignait ma prof, c'est-à-dire un truc allongé, très doux, etc. Sauf qu'après, j'ai déménagé, j'ai rencontré bien évidemment d'autres profs qui enseignaient d'autres pratiques, yoga très dynamique, où on transpire sur le tapis et tout. Donc là, je me suis dit, ah oui, ok, le yoga, c'est pas que allonger sur le sol et faire un truc très doux. Mais j'avais pas d'a priori, et c'est ça qui est bien aussi. Je pense que c'est d'entrer dans une pratique sans avoir d'attente, sans avoir d'a priori, parce qu'on vient avec une coupe vide, en fait. Et du coup, on la remplit, mais de façon neutre. Et pour moi, c'est ce qui correspond à la pureté, en fait, de se remplir de quelque chose de neuf. Si on a Oui. des attentes, en fait, les attentes Mm. remplissent déjà la coupe et en fait, on peut pas intégrer ou vivre pleinement l'expérience. Oui, c'est chouette ce que tu dis là. Il y a Delphine qui nous demande quelle est la différence entre le yoga et la sophrologie. Alors, Alors, si tu la peux répondre. sophrologie vient du yoga, Ok. notamment l'hypnothérapie, tout ça descend du yoga. Parce qu'en fait, le yoga, c'est une pratique qui vient de l'Inde, hein, qui date depuis il y a 5000 ans. Alors, les yogis, il y a 5000 ans, pratiquaient pas du tout le yoga comme on pratique aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule posture, c'était la posture du lotus pour aller en état de méditation. L'histoire du yoga, c'est comment dire, il est parti de l'Inde en fait. Il a commencé à disparaître en Inde et donc il y a des maîtres hindous qui sont partis aux États-Unis, notamment en Californie, qui ont ramené en fait le yoga à la mode occidentale et c'est là où prend naissance tous les yogas dynamiques. Puis ensuite, il s'est diffusé un peu partout en Europe pour retourner en Inde. Donc, vous voyez, l'histoire du yoga, c'est un peu, c'est pas du tout ce qu'on croit, le truc très spirituel, très exotique, pas du tout. Mais donc, ce yoga qui date de 5000 ans, donc de toutes les techniques qui découlent de là, donc que ce soit la méditation, les états de conscience modifiés, les techniques respiratoires, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les techniques de concentration, la visualisation, tout ça, ce sont des branches en fait qui descendent du yoga et qui ont donné l'hypnothérapie, la méthode Coué, la sophrologie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui descendent de cette première branche qui est le yoga en fait. La sophrologie, alors je n'ai jamais pratiqué la sophrologie, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut être effectivement proche du yoga. Mais le yoga, c'est pour moi en tout cas, tel que je le pratique et tel que j'enseigne, c'est quelque chose qu'on fait avec le corps, avec la respiration, mais les deux sont mêlés en fait. Voilà. Donc, Donc, après, je ne peux pas parler de la sophrologie parce que je n'ai pas assez de connaissances là-dessus et donc je ne voudrais pas dire de d'accord. fausses informations. Donc, toi, tu as été élève, tu as commencé le yoga en 2004 en tant qu'élève, Oui, d'accord? Et tu en as fait, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais en faire un métier? En fait, tu as commencé à... oui, Qu'est-ce qui a basculé? c'est un burn-out professionnel. Ah, Un ras-le-bol voilà, d'être dans un métier qui ne me convenait plus. Alors, j'ai fait plusieurs métiers, mais sans jamais vraiment trouver ma voie. Et toujours effectivement dans cette idée d'être dans la compétition, c'est-à-dire que cette compétition que je l'avais pu en fait dans la pratique sportive, hein,
Je l'avais déplacé parce que souvent, c'est quand on arrête quelque chose, on le déplace, c'est insidieux en fait, ça se déplace sur d'autres contextes de notre vie, hein. Des fois, c'est pas toujours résolu à 100% de suite. Et donc, j'avais redéplacé ça sur mon contexte professionnel puisque j'étais manager. Donc, avec cette idée, bien évidemment, de faire des chiffres et tout ça. Et au bout d'un moment, donc, il y avait ce ras-le-bol total en fait. J'étais plus du tout en accord avec mon métier et ce qui vibrait en moi. Et un jour, j'ai pris la décision en fait d'arrêter ce métier. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait être vraiment aligné avec toi et qui te permettre en fait de garder en fait un alignement, une zen attitude dans ta vie. Et naturellement, ce qui m'est venu, c'est professeur de yoga. Donc, je précise que ça faisait 10 ans que je pratiquais. Donc, j'ai quand même eu 10 ans de pratique avant, de différents types de yoga. Donc, j'ai déménagé entre-temps. Donc, j'ai rencontré d'autres professeurs. Voilà, c'est aussi une rencontre de professeurs, pour moi, comme des maîtres, en fait, qui mettent des petits cailloux sur ton chemin. Et c'est juste absolument génial. Et ben donc, 10 ans, en 2014, pardon, donc j'ai décidé donc, de m'inscrire à la FFHI, donc la Fédération française de Hatha Yoga, qui est basée à Paris et qui donc a 13 antennes en France. Et donc, je suis rentrée dans cette école pour 4 années d'études. D'accord, ok. Mais finalement, cette pratique de yoga de ces 10 ans t'ont permis, à ton avis, avec le recul, de tenir dans ton métier plus longtemps? Enfin, elle t'apportait quand même une certaine chose, même si tu n'as pas empêché de d'en avoir marre et faire ton burn-out professionnel. Mais alors, est-ce que tu dirais que sans le yoga, tu aurais craqué plus tôt? Ou que il apporte quand même, il est censé apaiser quand même le yoga et ça t'a pas empêché De de craquer. craquer quand même, Ouais. finalement. Est-ce que j'aurais craqué plus tôt? Je pense que peut-être j'aurais craqué beaucoup plus tard. Enfin, je ne sais pas comment te dire. Peut-être Ah, que je serais allée plus loin encore, tu vois. Alors oui, il m'a apaisée sur beaucoup de plans. Il m'a permis de reconnecter mon corps, d'habiter vraiment mon corps, donc de prendre conscience effectivement que mon anorexie n'était pas quelque chose de normal. Voilà, c'est une anorexie qui a duré pendant de très très longues années. Donc déjà de réapprendre à manger, voilà, de reconnecter vraiment toutes les sensations de mon corps, d'être vraiment dans mes baskets. Et ensuite, d'avoir alors avant, j'étais quelqu'un encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, comment dire, d'hyper impulsive. Et donc, il y avait cet axe où effectivement, je me sentais beaucoup plus patiente, beaucoup plus sereine. Et en même temps, le yoga m'a fait faire l'expérience qu'en fait, à partir du moment, parce que quand on pratique le yoga, en fait, on s'aligne sur soi-même. Parce que le corps, la respiration et le mental, en fait, à un moment donné, s'alignent. Alors, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, bien évidemment. Mais quand on est aligné, tout ce qui n'est pas aligné avec nous, en fait, à un moment donné, ça met comme une espèce de pression, en fait, en disant, mais ça, c'est plus aligné avec moi. Et même si on se dit, non, mais professionnellement, j'ai pas le choix, il faut que je garde ce métier, il y a quelque chose qui pousse en nous, quoi. ah oui. Et je sentais, en fait, à un moment donné que je pouvais pas aller plus loin, mais quand même, je me suis dit, voilà, il y a le mental qui revient, on dit, bah non, professionnellement, c'est quand même, voilà, tu as une paye à la fin du mois, puis prof de yoga, on n'est pas prof de yoga comme ça, enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il faut faire une école, enfin bref, voilà. Je pense que si j'avais pas eu le yoga, j'aurais pu traîner encore de longues années comme ça jusqu'à peut-être me détruire beaucoup plus. Parce que Ouais, ouais. peut-être je ne serais pas rentrée aussi rapidement dans le cheminement de me dire, OK, peut-être là, stop. Donc, il y avait quand même cette pression, cette patience et en même temps, ce petit côté aussi impulsif à un moment donné, me dire, mais attention, là, tu es vraiment. Si tu veux, c'est comme si j'avais pris conscience vraiment. Alors, je n'ai pas consulté le médecin pour le burn-out. Enfin, je ne suis pas arrivée jusqu'à un point où vraiment j'étais dans le down le plus total. Mais j'ai senti que physiquement, mon corps commençait à lâcher, que j'avais moins de joie de vivre, que le métier que je faisais ne me faisait plus du tout vibrer, enfin, que j'avais des Mhm. angoisses avant d'aller au boulot. Mais je ne suis pas arrivée à un stade où j'étais vraiment au plus bas pour dire, Ouais. voilà, je me mets en arrêt. Donc, Parce que moi, tu avais déjà une philosophie d'écoute de ton corps et de toi, et tout que à tu parles fait, d'alignement, et tu t'es dit, là, je suis désalignée, c'est plus possible, quoi. tout Ouais, à ouais. fait, tout à fait. C'est pour ça, donc, quand D'accord. je dis quand même que j'ai fait un burn-out, parce que vraiment, oui, j'étais pour moi dans ce burn-out, parce que je l'ai senti, mais j'étais pas comme certaines personnes qui me racontent leur burn-out et qui est vraiment au plus bas. Donc, D'accord. pour moi, voilà, c'était ça en fait. C'était vraiment d'avoir appris à écouter mon corps, appris à écouter mon alignement et de me dire là, c'est plus possible. Mais si j'avais pas fait du yoga, pour moi, je pense que j'aurais continué encore et encore
comme j'ai Ouais. fait avec ma pratique sportive, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, à un moment donné, on m'aurait dit, mais en fait, vous ne pouvez plus, quoi. Sauf que là, c'est moi qui me suis dit toute seule. Ouais, J'ai d'accord. Ouais, demandé un licenciement et je suis partie. Voilà. Et ok. donc, j'ai intégré l'école. Donc, pour moi, c'était une chance, en fait. Voilà. Mm. Une belle opportunité de prendre des cours. Et alors, tu dis tout à l'heure, tu nous as parlé de différents types de yoga. Donc, il en existe combien de pratiques? Enfin, Oui. les principales, parce que je t'entends parler de yoga dynamique, de yoga tranquille, de yoga. Voilà. Et voilà, combien il y en a déjà? Et puis, comment choisir? Parce que finalement, c'est vrai que quand on cherche des cours de yoga, on est franchement perdu. On se dit, quel yoga je vais prendre? Oui, Voilà. je suis Donc, d'accord avec peut-être toi. que tu nous peux conseiller. Tout à fait. Alors, il faut savoir ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe 56 types de yoga différents. Ah ouais. 56. Donc, vous voyez, vous avez toute une palette, vraiment. Et quand on dit, ouais, je trouve pas le yoga qui me convient, je dis toujours aux gens, vous n'avez pas bien cherché parce que sur 56 types de yoga, il y en a forcément un qui vous convient. Alors, suite à mon école, donc moi, au départ, je suis formée sur du hatha yoga traditionnel. Donc, j'ai fait l'école de Sri Mahesh, qui est un hindou qui est venu de l'Inde, qui donc a créé une grande fédération qui date des années 1950, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est la plus grande fédération et la plus ancienne qui existe en France. Donc, c'est le hatha yoga traditionnel. Donc, moi, je voulais vraiment apprendre la base, en fait. Parce que pour moi, vraiment, c'est comme quand on apprend quelque chose. Si on apprend tout ce qui est en arborescence et non pas les racines, pour moi, c'est comme si on faisait rien. Donc, j'ai voulu vraiment intégrer cette école. Et après, très rapidement, ce yoga, entre guillemets, que j'ai trouvé mou, finalement. Alors, vous allez peut-être rire de moi par rapport à l'expérience que je vous ai racontée par rapport à mes premiers cours, mais en même temps, j'avais cheminé. Et ce yoga ne m'a plus trop convenu. Et donc, j'ai décidé de faire d'autres diplômes sur des yogas de perfectionnement, notamment le Vinyasa Yoga, qui est un yoga très dynamique, et le Yin Yoga et le Restorative Yoga, qui sont des yogas très statiques. Donc, par exemple, ici au studio, il y a moi, il y a deux autres profs qui enseignent, donc Benoît et Caroline. Et donc, on a 5 types de yoga différents à peu près. Donc, yoga très dynamique, on pourrait presque dire que c'est du sport, puisque le Vinyasa Yoga, par exemple, que j'ai enseigné lundi soir, les élèves ont carrément la goutte qui tombe sur le tapis. Mais c'est un yoga très traditionnel, en fait, qui est très challengeant, mais tout en restant dans le respect du corps. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui recherchent du dynamique, qui ont du mal effectivement à se poser dans du yoga plutôt statique. En sachant, je précise que quand on est déjà très dynamique, on va comment dire, aller vers du yoga qui est dynamique. Alors que normalement, on devrait faire l'inverse. Si on a une tendance à être dans le feu et déjà dans le dynamisme, on devrait faire du yoga beaucoup plus doux pour en fait équilibrer en fait nos deux tendances. Ouais. C'est ce que je dis toujours, si vous êtes déjà très actif, très tonique, très dynamique et que vous revenez faire du vinyasa, en fait, vous continuez à renforcer cette énergie-là et en fait, vous continuez à déséquilibrer votre énergie. Et au contraire, les gens qui sont beaucoup plus hauts, qui sont très calmes et tout, et qui viennent sur les cours de yoga statique, ils continuent en fait à renforcer cette eau, ce calme et cette tranquillité. Donc moi, ce que j'invite, en tout cas aux débutants, c'est de venir, quand ils viennent au studio, c'est de venir sur tous les cours. Voilà, ils essayent tous les professeurs, tous les types de yoga, jusqu'à en trouver un ou deux. L'idéal pour moi, c'est, après, bien évidemment, je conseille ça aux élèves, mais après, les élèves, bien évidemment, gardent le libre arbitre et je les encourage beaucoup à suivre leur voie, à ce qui les fait vibrer. Mais souvent, je leur conseille de trouver deux types de yoga, donc un statique et un plus dynamique pour qu'ils puissent contrebalancer, puisque l'idée, c'est si un jour je me sens un peu pouf, ben, d'essayer d'écouter mon corps et de comprendre si mon corps a envie justement d'un peu de dynamisme pour qu'il puisse se remettre en route, ou au contraire, parce qu'il est fatigué, d'avoir vraiment un temps de relâchement, de relaxation pour qu'il puisse se ressourcer. Donc, c'est aussi l'écoute qui prime. Donc, la meilleure façon de choisir son type de yoga, c'est d'essayer, de faire l'expérience, parce qu'on peut lire Vinyasa Yoga, c'est ça, 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 Yin Yoga, c'est ça, 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 Hatha Yoga traditionnel, c'est ça, ça, ok, mais l'expérience par le corps, c'est ce qui prime en fait. Donc, Ouais. pour moi, c'est Et le. Oui, est-ce que, par exemple, le yoga dynamique va demander qu'on ait déjà pratiqué du yoga ou il y a finalement tous ces 5 types de yoga que tu pratiques, tu proposes dans ton studio, est décliné à tous les niveaux, débutants. Enfin, tu peux faire du yoga dynamique quand tu es débutant ou ça demande quand même, enfin, les postures.
vont demander d'avoir déjà un peu de pratique. Oui. Alors, chez moi, il n'y a pas de niveau. Et tout le Ah, monde est ok. bienvenu sur tous mes cours. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu disais, débutant ou avancé, même sur un cours de yoga dynamique, en fait, chaque posture a des variantes. Donc, des variantes, c'est des niveaux en fait d'élévation, entre guillemets, hein. Donc, la plus basse variante qui est accessible à tout le monde, jusqu'à la plus haute qui est à un niveau avancé. Et donc, dans le yoga dynamique, moi, je propose, selon les postures, alors toutes les postures n'ont pas des variantes voilà, suivant certains paliers. Il y en a qui ont jusqu'à 5-6 paliers, il y en a d'autres qui n'ont pas de variante à proprement dit. Mais sur les postures où il y a des variantes, je propose la variante la plus simple pour les débutants. Et puis, je propose donc les autres variantes pour les autres élèves. Et puis, l'idée, c'est aussi d'encourager les débutants au fur et à mesure de la pratique, peut-être de voir si leur corps, parce qu'on part toujours du corps et non pas du mental, si le corps peut aller finalement sur la deuxième variante. Et puis les gens qui ont l'habitude d'aller très loin dans leurs limites, parfois vont aller jusqu'à la variante la plus élevée. Et je sens qu'ils sont en train de contrer leur corps, en fait. Donc, c'est aussi l'idée de leur dire, bah, peut-être il faut descendre d'une variante. Parce que c'est vrai qu'un point de vue extérieur, moi, je vois très bien si les gens sortent de leurs limites ou si, au contraire, ils n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc, c'est moi aussi de les accompagner en sachant que je ne suis pas dans le corps des élèves. Donc, bien évidemment, je propose, mais c'est eux qui disposent de voir ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Donc, ce qui pourrait, j'ai envie de dire, gêner, entre guillemets, un débutant sur la pratique vinyasa, donc du yoga dynamique, c'est pas tellement les postures, c'est plus le rythme. Ouais. Puisqu'on a quand même normalement entre 10 et 15 minutes de salutation au soleil enchaîné. Donc, c'est plutôt le rythme cardiaque. Mais si quelqu'un est habitué déjà à faire du vélo, de la marche, qui a déjà un certain niveau de sport, c'est OK, ça va être plutôt simple. En sachant D'accord. qu'on ne pratique jamais le yoga, même le dynamique, avec ses muscles, seulement avec sa respiration, sa concentration. Et pour vous faire une petite parenthèse, les hommes qui viennent essayer le Vinyasa Yoga ne reviennent jamais. Ou très peu, j'en ai que 2, je crois, qui sont restés depuis. Pourquoi? Parce que quand les hommes viennent sur ces cours-là, ils utilisent leurs muscles. Et comme nous, les femmes, on n'a pas de masse musculaire comme les hommes, donc forcément, les femmes qui viennent sur mes cours sont obligées, entre guillemets, hein, de suivre l'enseignement qui est je respire, donc avec une respiration qu'on appelle une Ujjayi, donc qui est une respiration spéciale pour la pratique dynamique. Je concentre mes yeux donc, sur un point qu'on appelle un drishti. Et donc, c'est ces 2 points-là qui vont permettre en fait de maintenir en fait toute la puissance, tout le dynamisme pendant tout au long de la séance. Alors que si quelqu'un, notamment par exemple un homme, parce que moi c'est les seules expériences que j'ai fait, c'est à travers les hommes qui sont venus au studio, viennent pratiquer avec leurs muscles, ils se disent oui moi je suis musclé en fait, donc la respiration ils en prennent pas forcément compte. Et je suis d'accord, les hommes sont moins connectés au corps, à leur corps que les femmes, donc c'est peut-être plus compliqué pour eux d'accéder tout de suite à quelque chose comment dire, de plus respiratoire et plus corporel. Eh bien, au bout du compte, à un moment donné, en fait, ils sèchent sur la séance et ils regardent autour d'eux comme ça, ils voient toutes ces femmes en fait qui sont très à l'aise dans la pratique et tout. Ils ont un peu l'air, ils se cachent un peu quoi. Ils viennent à la fin du cours, ils me disent je comprends pas parce que, vous voyez, j'ai fait de la salle de sport et là, j'ai pas tenu. J'ai dit oui, mais en plus, je vous ai expliqué en début de séance qu'en fait, on pratique pas avec les muscles, mais avec la respiration. Mais je comprends hein, que les messieurs ont du mal à comprendre ça. En fait, il leur faudrait venir vraiment sur un long temps pour intégrer tout ça. Et donc, ils me disent après, ben, OK, alors, vous pouvez me dire quand est-ce que c'est votre cours de yoga statique pour que je puisse venir. Et donc, après, ils se retrouvent plus sur des cours de yoga statique. Mais sur l'exemple des 2 hommes qui me suivent là en Vinyasa, eux, c'est des gens, enfin des hommes qui viennent régulièrement et eux, ils ont intégré la La respiration. respiration. Ils ne sont pas du tout dans leur masse musculaire et c'est pour ça qu'ils arrivent à tenir tout au long de la séance. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications au yoga? Par exemple, si tu as des douleurs de dos, je pense que tu ne peux pas faire n'importe quel yoga ou si, et par Alors, exemple. effectivement, quand on est en pleine crise de mal de dos, il vaut mieux rester. Oui, non, mais sans être en pleine crise, mais avoir par exemple des fragilités, parce que pendant le confinement, moi j'avais ma petite appli, là, je faisais des trucs, mais je sentais qu'il y a quand même beaucoup de torsions.
En fait, peut-être quand tu es avec un prof, toi, tu peux Oui, peut-être dire attention. oui, tout à fait. Ouais, Tout ouais. à fait. Corriger, puis donner les bonnes indications. Donc moi, mon enseignement, il est très précis. C'est-à-dire que je guide toujours, effectivement, dans la torsion, on ne vrille pas le bas du dos. La torsion, elle se fait à partir en fait, des côtes flottantes jusqu'au niveau des épaules et notamment pas au niveau du bas du dos. En fait. Hmm. Pour les gens qui ont mal au dos, et notamment, je suis une ancienne, donc je sais de quoi je parle, tout ce qui est yin yoga, c'est pas du tout adapté puisqu'on est dans le relâchement et le relâchement, c'est pas bon pour les gens qui ont mal au dos puisque principalement, globalement, je fais pas de généralité, mais les gens qui ont mal au dos, c'est des gens qui n'ont pas les muscles profonds, donc les muscles qui sont attachés à la colonne vertébrale, qui sont renforcés en fait. Les muscles sont mous et donc du coup, ils ne soutiennent pas la colonne vertébrale et c'est plutôt la colonne vertébrale qui soutient le corps. Alors que le rôle de la colonne vertébrale, c'est surtout pas de soutenir le corps. La colonne vertébrale doit être soutenue par les membres inférieurs, par donc plus profond. Donc c'est son rôle, elle est juste d'être, j'ai envie de dire, en suspension en fait, puisque c'est notre axe tertiel, donc elle ne doit pas soutenir du tout. Donc par contre, le yoga vinyasa, puisque j'enseigne une branche du vinyasa qui est un peu particulier qu'on appelle le forest vinyasa. Avant de partir dans notre pratique, on a toute une série d'abdominaux, mais façon yoga, toujours avec une respiration profonde, dans l'idée en fait d'aller travailler justement ces muscles qui sont attachés à la colonne vertébrale. Alors l'idée c'est pas, c'est ce que je dis aux élèves, hein, l'idée c'est pas d'avoir un ventre plat avec les carrés de chocolat, on est loin de là, mais c'est d'avoir effectivement une bonne sangle abdominale profonde, ce qui permet en fait à la colonne vertébrale d'être soutenue. Pourquoi? Parce que dans le yoga dynamique, notamment Vinyasa, quand on fait les salutations au soleil, on saute. On ne fait pas un pied puis l'autre. Alors ça, évidemment, hein, les débutants ne le font pas au début. Il faut aussi apprendre à sauter sans impacter le corps, sans impacter les articulations. Mais l'idée, c'est qu'en sautant, si on n'a pas une sangle abdominale bien renforcée, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la colonne vertébrale qui prend en fait, toutes les amorces du saut. Et donc, la créatrice du Forest Yoga donc, a mis en avant, donc, dans ce type de yoga, donc, un travail qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend, sur les abdominaux profonds. Et donc, moi, ça, par exemple, le Vinyasa Yoga m'a réparé le dos. Alors, bien évidemment, en dehors de ça, j'avais fait un suivi de 2 ans en ostéopathie, parce que c'est important, la médecine de prévention. Mais du coup, avec le Vinyasa plus l'ostéopathie, aujourd'hui, j'ai pratiquement plus aucun problème de dos. Si j'en ai, c'est vraiment que j'ai fait une bêtise avec mon dos et que je ne me suis pas écoutée. Mais voilà, moi, ça m'a guéri le dos. Alors que j'étais tout le temps quelqu'un qui avait mal au niveau du bas de la colonne, enfin, tout le temps des barres au niveau du dos, etc. etc. Donc, le vinyasa, par contre, ça aide. Bon, après, il faut être motivé pour faire effectivement le vinyasa. Donc, le vinyasa, c'est celui qui est dynamique et où tu transpires. OK. Exactement. Ouais, parce Hmm. qu'en fait, on renforce le corps. OK. Et c'est un yoga qui amène du dynamisme, en fait, qui renforce vraiment, qui gaine le corps, mais qui le gaine dans sa profondeur, en fait. Et donc, les gens qui ont mal au dos, généralement, ils manquent de gainage. Hmm. Comme la colonne vertébrale doit être donc soutenue par ce gainage, donc le vinyasa, il est vraiment très bon pour ça. Et surtout, dans ce forest, contrairement aux autres vinyasa, on ne trouve pas forcément en fait, ce travail en fait, sur la partie abdominale. Et c'est ça qui est génial. D'accord. Et alors, donc, ça, toi aussi, tu proposes le Vinyasa Forest pour Oui. ton. Oui, D'accord. enfin, je ne OK. l'appelle pas forest parce que personne ne me connaît. Donc, je D'accord. l'appelle le vinyasa, mais quand les gens viennent, je leur dis que c'est le forest. En Ouais. fait, bon, j'ai l'impression que si tu vas dans une salle de yoga, tu échanges vraiment avec les professeurs pour savoir quel type de yoga. Enfin, comme tu dis, tu essayes et puis après, tu échanges pour savoir quel yoga te correspond le mieux, en fait, à ton. Oui, Parce que, pour moi, la communication avec les élèves est hyper importante. Quand il y a un débutant arrive au studio, comme ça a été le cas par exemple hier, j'explique toujours quel type de yoga il va faire, d'accord, ou elle va faire, ça dépend si c'est un homme ou une femme, bien évidemment. Et puis ensuite, je lui explique qu'en fait, bah, par exemple, demain soir, il y a tel type de yoga et on pratique plutôt ça. Jeudi matin, il y a tel type de yoga, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une élève qui m'a raconté un jour, donc elle s'était inscrite à un cours et elle est allée dans ce cours de yoga, donc c'était la première fois. Et puis en fait, elle est tombée sans savoir sur un type de yoga qu'on appelle le yoga nidra. Donc, alors c'était que du yoga nidra. Alors ici, Benoît enseigne le yoga nidra, mais il est combiné à du hatha yoga. Donc il y a des postures avant et ensuite la relaxation yoga nidra. Mais il y a des professeurs qui enseignent que le yoga nidra. Le yoga nidra, en fait, c'est merci Lucie. Le yoga nidra, en fait, c'est une technique de yoga qui est
on est allongé sur le sol et donc ce professeur-là qu'elle avait eu, c'était à peu près 3/4 d'heure, 1 heure allongé sur le sol à entrer dans des visualisations, etc. Ça ne lui avait pas plu du tout parce que rester allongée 1 heure, elle n'était pas prête à ça. Il n'y avait pas eu de communication avant avec le prof, donc elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et puis surtout, comme elle avait été surprise, entre guillemets, désagréablement, elle est pas retournée faire d'autres cours. Et puis un jour, quand même, alors il s'est passé, je ne sais pas, un genre 5, 6, 7, 8 ans, je ne me souviens plus Ouais. exactement, avant qu'elle décide de refaire du yoga. Et elle m'avait dit qu'en fait, pendant toutes ces années, le yoga, pour elle, c'était ça. C'était rester allongée pendant 1 heure avec un prof qui parlait. Et j'ai trouvé dommage que cette personne se soit arrêtée aussi longtemps, en fait, soit restée figée sur plusieurs années sur ça. Alors Mhm. qu'il y aurait eu juste une communication, une explication, que c'était juste un type de yoga, qu'elle pouvait trouver d'autres types ailleurs. Bah, cette personne, elle aurait peut-être gagné du temps, entre guillemets. En même temps, tout est juste, donc c'était Ouais. OK. Ok. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important la relation prof-élève, élève-prof. Et dès qu'un débutant arrive, voilà, là, vous savez, ce matin, vous êtes sur un cours de yoga dynamique. OK. Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer du sport? Donc, j'essaye déjà un petit peu de la situer. Ensuite, je lui fais remplir une fiche si elle a des problèmes au niveau corporel, au niveau santé, etc. On essaye de voir à peu près ensemble où est-ce qu'elle se situe. Après, je lui donne, entre guillemets, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais quelques conseils donc, pour sa pratique. Et à la fin du cours, je vais voir cette personne et donc je lui demande comment ça s'est passé. Bon, déjà pendant le cours, j'ai vu, mais principalement, je ne dérange pas trop les élèves, sauf pour les corriger. Et à la fin du cours, voilà, j'ai une conversation avec elle, voir comment elle s'est sentie. Et puis, si je vois, en fonction de ce qu'elle me dit, c'était trop costaud ou pas assez, à ce moment-là, ben, je lui dis, voilà, demain soir ou la semaine prochaine, il y a un autre cours, alors peut-être tu peux venir essayer celui-là, etc. Et c'est comme ça, en fait, que la personne arrive à réajuster et à comprendre, en fait, que le yoga ne se limite pas à Ah, son expérience qu'elle a fait mm, là, sur ce d'accord. cours-là. Et pour moi, c'est très important. Je t'ai entendu dire que là, tu avais quelqu'un qui venait de commencer. Ça veut dire qu'on peut attaquer le yoga. On n'est pas obligé de se dire, ouais, j'attends septembre. En fait, tu Non. y vas. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, à n'importe quel moment. En fait, alors oui, il y a une évolution. Par exemple, l'élève qui est venu ce matin, oui, j'en ai eu plusieurs cette semaine. Généralement, les gens ils viennent essayer fin juin, juillet aussi, pour la rentrée. Puis du coup, ben, ils continuent les cours. Voilà. Par exemple, la personne qui est venue essayer ce matin, donc elle cherche un cours de yoga dynamique et on avait fait une posture sur les mains contre le mur. Et bien évidemment, donc, j'ai indiqué la variante la plus simple pour qu'elle puisse la faire. Et après, donc, elle s'est arrêtée, elle a regardé toutes les autres filles qui arrivaient à faire la variante la plus élevée. Et donc, je suis allée vers elle, je lui dis, mais tu sais, Marion, j'ai dit, bah, toutes les filles, là, elles font ça depuis... Enfin, en fait, c'est la posture que je leur fais préparer depuis l'année scolaire, en fait, depuis septembre. Donc, elle a mieux compris pourquoi elle en était là. Et je dis, il n'y a pas de compétition. Et en septembre, elles étaient au même niveau que toi. Alors, bien sûr, il y a une progression, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer, que les anciens puissent intégrer en fait les nouveaux. Parce que Mhm. pour moi, ce qui compte aussi, c'est la communauté. En fait. C'est la relation de l'humain à l'humain. Ouais. Ah, Et ouais, bah tiens, je vais rebondir sur une question. Le yoga, finalement, on est confronté à soi et à son corps, hein, je pense beaucoup dans le mental. Et là, tu parles de communion mhm, parce que le groupe va t'aider, va te porter. Ouais, complètement. Ouais, ouais. complètement. C'est-à-dire que le yoga, pour moi, a deux axes. Effectivement, quand tu es sur ton tapis, tu es connecté avec toi-même. C'est vraiment ce qu'il faut chercher à faire. C'est-à-dire, on ne va pas regarder ce que fait la voisine, le voisin. Ah, sa posture, elle est mieux. Ah, etc. Alors, bien évidemment, des fois, les gens, quand ils perdent le fil, ils regardent ce que fait le voisin, parce qu'ils ne savent plus trop où ils en sont. Mais généralement, je surveille assez souvent et donc je répète, voilà, si je vois que quelqu'un n'est plus dans le mouvement du groupe, je répète. Mais l'idée, c'est je me connecte à moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une intériorité en fait, qui se fait. Mais en même temps, dans cette intériorité, c'est comme s'il y avait plusieurs intériorités qui se rejoignaient pour créer en fait un groupe. Et notamment, alors, dans les cours de yoga statique, beaucoup moins, puisque effectivement, les gens prennent une posture et restent quelques minutes dedans, donc il y a moins cette idée d'être accompagné par le groupe. Mais par exemple, en yoga vinyasa, où il y a la respiration jai, qui est une respiration très sonore, en fait, hein, donc on entend la respiration à l'extérieur. Et dans ce type de yoga, donc on entend toutes les respirations. Et ce qui est important, c'est que dès qu'il y en a un qui perd, le fait d'entendre l'autre, ça va le ramener, en fait. Et quand il y a des cours de yoga très dynamiques où il y a 18 personnes, il y a en fait, comment dire, c'est les 18 personnes qui entraînent le groupe. Et ça donne
quelque chose qui est extraordinaire, en fait, parce qu'il y a une énergie dans le groupe et le groupe, en fait, pratique beaucoup plus facilement que si, par exemple, j'ai un groupe comme ce matin où il y a 6 personnes, je sens que ça rame, en fait. C'est pas parce qu'ils y mettent de la mauvaise volonté ou qu'ils sont pas là, hein, mais c'est parce qu'en fait, il y a effectivement entre 6 et 18, il y a une Mm. marge. Et 6 personnes, je sens, et moi-même, moi, je sens qu'il faut que je mette plus d'énergie Mm. à être là, à les guider, à les accompagner, que quand il y a 18 personnes, en fait, ça se fait tout seul, en fait. Et les gens ont une facilité de pratique incroyable quand il y a du monde. Donc, alors oui, sur son tapis, on est avec soi-même, mais il y a aussi cette idée de communion, en fait. Et notamment dans mes retraites de yoga, alors, donc, il se passe du jeudi au dimanche, mais généralement vers le samedi, dimanche, quand je donne des cours, c'est-à-dire je demande aux gens inspirez, levez le bras, mais c'est tout le groupe ensemble qui inspire, qui monte le bras, mais tous ensemble, sans s'être concertés. Et moi, je suis devant quelque chose juste de trop beau, quoi. Ils sont tous en osmose totale, et pourtant, ils sont chacun connectés à eux-mêmes sur leur tapis. Et c'est Ouais. ça la magie, en fait, du yoga, en fait. C'est comment, moi, en étant connectée avec moi-même, bah, au-delà de ça, j'arrive à me connecter à quelque chose de plus grand. Et ça se voit, nous, en tant que professeurs, quand, voilà, comme je te dis, quand on voit ça, quand il y a 30 élèves, vous leur dites inspirez, levez le bras, tout le monde le fait. Alors que le jeudi, tu dis inspirez, levez le bras, il y en a un qui le monte plus vite, l'autre qui le monte plus lentement. Mais le samedi, dimanche, ils ont tous le même rythme, alors qu'ils ne se sont pas concertés, qu'ils ont fait comme ça, et c'est juste ça qui est extraordinaire. Ils sont connectés sur leur inspiration. Et alors, parce que à chaque fois qu'on voit du yoga, des photos, des trucs, on voit des personnes assez fines, tu vois, musclées, qui sont là, et puis on se dit, punaise, moi j'ai des bourrelets, comment je fais? Voilà, est-ce qu'il y a des contre-indications de masse corporelle, on va dire? Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dans mes cours, j'ai tout type d'élèves. Alors, par contre, le yoga, c'est vrai que le yoga, au fur et à mesure de la pratique, hein, bien évidemment, affine le corps de façon complètement naturelle. Parce qu'en fait, on allonge les muscles comme ça. Contrairement à quand on fait du sport, les muscles s'expansent comme ça, d'accord? Donc, on allonge. Donc, en fait, notre silhouette bah, s'allonge. En fait, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur les personnes d'un certain âge qui ont pratiqué le yoga. Ben, quand on vieillit, en fait, la majorité des gens ont tendance à se voûter et les gens qui font du yoga restent bien droits, donc ils gagnent quelques centimètres, ou plutôt ils n'en perdent pas, j'ai envie de dire. Voilà. Et à force de pratiquer, en fait, il y a aussi régulation, Régulation. merci, de l'alimentation, en fait, de prendre soin de soi. Il y a un équilibre qui se place. Donc, et puis naturellement, à force de pratiquer. Alors, c'est pas, il faut pas voir le yoga comme ça. On va pas dire je vais faire du yoga pour maigrir, pour m'amincir ou tout ça. C'est l'idée, je prends soin de mon corps, je vais Je pratiquer l'écoute. le yoga. Ouais. Voilà, je m'écoute. Et plus on est connecté à son corps, donc on va être connecté à ses besoins. Et bah, les besoins, c'est, bah, oui, en fait, au lieu de compenser, par exemple, bah, par une alimentation, bah, je vais peut-être plus aller marcher, je vais être plus connectée à la nature, plus connectée à mes créativités. Donc au lieu d'avoir une compensation, en fait, alimentaire, je vais trouver une nourriture, en fait, extérieure à ça. Ben, voilà, aller marcher, je sais pas, aller chanter. J'ai beaucoup d'élèves qui ont plein d'autres, aspects créatifs comme le chant, la danse, qu'ils ont trouvé à travers le yoga et qui ont arrêté des compensations qui étaient, l'alcool, la cigarette, voilà, des compensations, j'ai envie de dire, négatives, entre guillemets. Et bah, pour le coup, le corps va prendre en fait son poids, comment on appelle ça, Optimale, de forme. oui, son poids de forme, voilà, c'est ça, Mm. son poids de forme, qui correspond à chacun, hein. Ouais. Voilà, il y en a, ça peut être, voilà, tout le monde va pas être. Mais effectivement, aujourd'hui, le yoga, surtout sur Insta, hein, c'est très édulcoré. Oui. Il y a beaucoup de gens sur Insta qui sont des hommes et des femmes hyper laxes et qui font des postures tout en déliqué. Et donc, quand les gens voient ça, ils me disent oh là là, mais s'il faut faire ça dans tes cours, je ne viendrai pas, je peux pas. Non, c'est pas ça le yoga. Pour moi, ça, c'est juste une photo d'une posture, mais c'est pas ça le yoga. Donc, tu dirais que les personnes même qui sont pas souples, parce qu'effectivement, alors tu dois voir l'évolution, toi, des gens au niveau de leur souplesse, c'est ça? Un mieux-être. Et puis, alors, est-ce que même le yoga dynamique te permet de poser ton mental? C'est grâce à la respiration, peut-être. Tu vois la différence entre les gens qui arrivent complètement stressés, puis au bout de plusieurs
Le fait Oui, qu'ils font les cours, ils se... complètement. Mm. Alors oui, il faut pas. Alors, il y a des gens qui me disent, je peux pas faire du yoga parce que je suis pas souple. Je dis bien le contraire. C'est parce qu'on n'est pas souple qu'on va faire du yoga. Parce qu'il est important d'entretenir sa souplesse, notamment la flexibilité au niveau de la colonne vertébrale, justement, puisque le yoga, c'est une médecine de prévention. Donc, on va faire du yoga parce qu'on est en pleine santé et c'est pour en fait pérenniser sa santé au fil du temps. D'accord, Mm. jusque le plus longtemps possible. Moi, ma professeure de yoga, que j'avais, la première, là, son père, il est mort à 100 ans et elle nous a toujours raconté qu'il avait pratiqué son yoga jusqu'à l'avant-dernière semaine où il était vivant. Voilà, pour entretenir en fait son corps. Le corps a besoin de bouger, il n'a pas besoin forcément de bouger de façon brusque ou de façon dynamique, mais c'est important en fait de déverrouiller ses articulations, sa nuque, de le mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que chaque partie du corps qu'on n'utilise plus, c'est vraiment littéralement, elle meurt. Quelqu'un qui est toujours assis sur son ordinateur comme ça toute la journée et qui le soir rentre chez lui, s'assoit devant la télé, bah, au bout d'un moment, il y a des parties du corps qui ne sont plus sollicitées, qui meurent complètement. C'est-à-dire que les cellules n'irriguent plus, entre guillemets, hein, c'est une façon de schématiser, ça ne se passe pas vraiment comme ça, mais n'irriguent plus cette partie du corps. Et notamment le liquide synovial dans les articulations, pareil, ça rouille les articulations. Donc d'être en mouvement, en fait, ça contribue à garder en fait cette souplesse et à la renforcer en fait. Donc oui, je vois l'évolution des élèves. En même temps, on a une structure osseuse qui est propre à chacun. Moi, par exemple, j'ai une kyphose, j'ai un bassin qui est plutôt encastré, donc je sais que même au bout de 20 ans de yoga, je ne pourrais pas faire certaines postures et c'est OK. Si je peux les faire, mais peut-être que du coup, je vais me faire mal. Et quel intérêt de faire du yoga si c'est pour faire mal, puisque le but, c'est Mm. justement de respecter et d'éviter ça. Après, pour poser le mental, alors j'ai fait une petite expérience il y a 3 semaines, sans le dire à mes élèves, je suis assez coquine parfois. Sur tous mes cours, en fait, j'ai fait cette expérience à la fin du cours, donc je les ai fait rester en fait à peu près entre 5 et 10 minutes assis, en méditation, entre guillemets, hein, juste à prendre conscience de leur respiration, chose que je ne fais pas forcément sur aussi longtemps. Parce que les gens qui viennent faire de la méditation sont encore d'autres personnes. Eux, ils viennent faire du yoga. Donc voilà, je suis là aussi pour aller dans ce qu'ils cherchent, bien évidemment. Et donc, cette semaine-là, donc, j'avais fait surtout mes cours, donc ça, je les avais laissés à peu près 10 minutes comme ça. Et donc, le seul cours où les élèves, où j'entendais pas une mouche voler, où personne ne se grattait ici, là, se remettait comme ça, c'était les cours de Vinyasa. Tous les autres cours qui étaient comment dire, moins dynamiques, où le mental avait peut-être plus la Mm. possibilité de voyager, bah, les élèves étaient là, ils se grattaient. Je sors ma petite bouteille d'eau et je bois et ça n'arrêtait pas. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le yoga vinyasa, c'est un yoga où on n'a pas le temps de penser. Parce qu'entre la respiration, entre la concentration, les postures qui s'enchaînent, et puis quand on maintient des postures statiques, il y a toujours cette idée de rester vraiment connecté à sa respiration. Donc, il y a comment dire, il y a vraiment cette direction en fait. Et les élèves qui pratiquent le vinyasa, moi, ce que j'ai pu voilà, en faire à travers cette expérience, c'est des élèves qui sont hyper centrés, hyper présents. Et sur les 2 cours de vinyasa, parce que j'en ai un le lundi et le jeudi, pas une mouche qui volait pendant les 10 minutes. Et là, j'ai dit, waouh! Et c'est là que j'ai vu la différence, par exemple, dans le yoga statique. Par exemple, si je prends le yin yoga, on peut rester entre 1 minute, 3 minutes, 7 minutes dans la même posture, en relâchement total. Ouais. Souvent, je leur fais passer de la musique, mais aussi on peut travailler en silence. Bien évidemment, j'ai d'autres supports que la musique. Et l'idée, c'est de connecter sa respiration. Et donc, c'est la méditation, en fait. C'est d'observer comment l'écran mental, il va, il vient. Bah, OK, il y a une pensée qui arrive, je la laisse passer, voilà. Mais du coup, comme c'est statique, en fait, le mental il est moins focalisé sur quelque chose et du coup, il a plus d'espace, j'ai envie de dire, pour voyager. Donc, il revient, nanana, nanana. Donc, les gens sont moins, en fait, concentrés. Mais c'est aussi la pratique qui veut ça, en fait. C'est une autre forme de pratique et c'est OK, j'ai envie de dire, tout est OK. Mais sur Mm. le vinyasa, c'est vraiment pendant 1 heure, on n'arrête pas. Et après, quand on arrive en relaxation ou dans la phase down, où c'est qu'on fait un peu de restorative yoga, le corps, il a besoin de repos, l'esprit aussi. Donc, en fait,
Les gens sont là, ils relâchent, ils perdent, ils partent un petit peu dans un état entre éveil et sommeil, et du coup, le mental n'est toujours pas en action. Donc voilà, et c'était une chouette expérience, et du coup, je leur ai dit à mes élèves de Vinyasa, et je leur ai dit bravo, parce que, mais même pour moi, en fait, ça m'a permis de vraiment voir à peu près comment la pratique pouvait influencer, entre guillemets, effectivement, la concentration mentale. D'accord. Et alors, oui, donc là, quand on t'écoute, on a plutôt envie de faire du vinyasa, mais si on n'est pas sportif, on doit, au début, ça doit, on n'est sûrement pas capable de faire la séance. Et ça dure combien de temps une séance de yoga? Alors, chez nous, studio, la séance elle dure 1 h 15, donc il y a à peu près un peu plus d'1 heure. Alors, chez Benoît, c'est moins long pour le hatha. Je crois qu'il fait à peu près 40 ou 50 minutes de posture, et après, c'est donc du yoga nidra, donc une grande relaxation avec visualisation. Chez moi, c'est à peu près 1 h 5, 1 h 10 de pratique. Et ensuite, on passe donc dans la relaxation. Donc, c'est 1 h 15, en fait. D'accord. Et pour vraiment ressentir les bienfaits du yoga, tu considères qu'il faut, tu conseilles combien de séances par semaine? Déjà, une séance, c'est bien, parce que l'idée, c'est si on peut faire une séance et venir toutes les semaines, c'est génial. Parce qu'en fait, ce qui prime, en fait, d'arriver à un équilibre, c'est la régularité sur le long terme. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, à un moment donné, en fait, ils lâchent. Ils lâchent. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce que je dis à mes élèves: répéter une chose une fois, ça amuse le mental. Ah, vous allez à un cours de yoga, c'est génial, c'est nouveau, j'adore et tout et tout. Ensuite, la deuxième étape, c'est répète la même chose 10 fois. Alors, je vais dire un gros mot, mais c'est pas grave, ça emmerde le mental. C'est-à-dire, au bout de 6 mois qu'on fait du yoga, ouais, oh, faut encore aller au yoga ce soir. Donc là, on va trouver toutes des excuses. Ah bah ce soir, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Bah finalement, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc on vient plus au yoga. Et c'est souvent là que les gens arrêtent. C'est ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, la lune de miel. Je crois qu'Yannick disait ça, la lune de miel. Voilà. C'est ce qu'on appelle la lune de miel, en fait. Donc, quand on est là, ben, on arrête. Il y a quelque chose, en fait, qui n'est plus dans l'esprit de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de connu. Et en fait, ouais, le mental, ça l'emmerde dans quelque chose de connu. Donc, voilà. Par contre, les personnes qui arrivent à passer cette étape, et c'est ce que j'essaye de dire aux élèves, parce que si moi, ça fait 20 ans que je pratique le yoga, c'est bien parce que j'ai dépassé cette étape de Hmm. lune de miel. Répète une chose 100 fois et ça transforme le mental. Donc, c'est normal, en fait, d'avoir, à un moment donné, c'est tout nouveau, ouais, on fait que de venir au yoga, on adore, et puis à un moment donné, pouf, on se dit, bon, bah là, merde, j'ai plus autant la motivation, donc j'arrête. Mais non, j'ai dit, c'est là qu'il faut, il faut On continuer. continue. Alors oui, il faut se mettre un coup de pied dans les fesses, mais moi, je me le suis fait combien de fois, le coup de pied dans les fesses? Mais Hmm. si c'était à faire, je referais. Parce qu'en fait, quand on remonte de là, après, ça devient une discipline. C'est une philosophie, le yoga, hein, c'est pas un sport. Quand les gens me disent oui, je voudrais faire comme sport le yoga, je dis non, excusez-moi, c'est pas un sport. C'est vraiment une discipline, c'est un art de vivre. D'ailleurs, yoga, ça veut dire union, union de soi à soi et union de soi avec les autres, etc. Hmm. Donc vraiment, c'est pas que la posture, c'est vraiment une philosophie de vivre, une façon de voir la vie, bah oui, de connecter à son les autres. Enfin voilà, il y a toute cette philosophie comme ça. Et, et voilà, donc c'est ça en fait. C'est si on peut venir une fois par semaine, mais faire comme moi, le faire sur 20 ans, c'est juste génial. Ouais, Il vaut d'accord. mieux faire ça que de venir tous les jours de la semaine pendant 3 mois et puis arrêter après. C'est Ouais. dommage. Et est-ce que tu Voilà, donnes, c'est plutôt est-ce que tu ça. es entre les Mais séances, après, voilà, est-ce qu'entre les séances, en fait, ils font des petits exercices le matin? Est-ce que du coup, tu introduis le fait des respirations, des choses comme ça? tu veux dire chez eux? Oui. Alors, moi, je les encourage à pratiquer chez eux à partir du moment où ils savent faire les postures sans se faire de mal. Mm. C'est à partir du moment où ils ont acquis ce que moi j'appelle les actions posturales. Donc, on a des actions externes, donc des choses qu'on va faire en bougeant notre corps, et des actions internes, c'est des choses qu'on va mettre en place à l'intérieur de notre corps pour protéger notre corps. Parce qu'en fait, c'est pas le yoga qui peut nous blesser, je vous rassure, c'est un corps fatigué. Sur un corps fatigué, en fait, et quand on est fatigué, on est moins à l'écoute de soi. Et il suffit qu'on soit moins à l'écoute de soi, qu'on fasse une posture et clac,
ah, le corps il lâche et là on dit ah, je me suis fait mal au yoga. Non, on ne s'est pas fait mal au yoga. On s'est fait mal parce que notre corps était fatigué et en fait on était moins à l'écoute, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, quand tes élèves connaissent en fait les principales actions, moi je le vois sur les cours qui est prêt à pratiquer ou pas. Généralement, ils viennent me demander, ils me disent Steph, je voudrais faire un peu de yoga à la maison et tout. Bah oui, bah, tu fais juste 20 minutes en fait. Un quart d'heure, 20 minutes tous les matins, ça ne sert à rien de faire 1 heure et demie tous les matins. Ça ne sert à rien en fait. Juste un quart d'heure, 20 minutes de le mettre en mouvement en fait. Et ce que je leur conseille, c'est souvent de faire les salutations au soleil. Donc on a les salutations au soleil dynamiques, moins dynamiques. On a aussi tout ce qui est les salutations à la lune qui sont beaucoup plus douces. Voilà, les pranayama. Je dis, il suffit juste de faire du pranayama pendant 5 minutes tous les matins. Et déjà, rien que ça, c'est juste énorme, quoi. Mais c'est de faire un petit quelque chose tous les matins. Pas quelque chose qui, en fait, qui se met à 3 heures du matin parce qu'il faut que je pratique ça, ça, ça. Non. C'est juste, OK, là, je me lève 5 minutes plus tôt, bah, ou un quart d'heure plus tôt, j'ai pratiqué ma salutation à la lune. Ou après, j'ai des élèves qui me disent, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je leur dis, laisse-toi porter. Et après, ils viennent, ils disent, ah, mais Steph, je me suis laissé porter par mon corps et en fait, j'ai fait 3, 4 postures comme ça, c'est absolument génial. Là, c'est parce qu'ils sont prêts en fait, à laisser leur corps aller en fait, dans un enchaînement postural dont le corps a besoin. Et ça, D'accord. Mm. c'est un peu une autre étape, mais tout le monde peut le faire, ça. Est-ce que tu serais d'accord tout à l'heure là pour nous faire nous montrer les comment tu as dit Parayanaya? Pranayama. C'est une respiration? Alors, On pourrait le faire ou oui, bien sûr, Ok. il existe 54 techniques Ah, de respiration. On ne les fait pas toutes, hein. Pareil, c'est comme le type de yoga. ok, c'est précis. Et alors, j'avais deux questions là. Finalement, j'ai jamais fait de pilates, mais tout à l'heure, tu parlais de renforcement musculaire profond. Est-ce que pilates yoga, enfin, c'est peut-être la même question que tout à l'heure, on a essayé de comparer sophrologie yoga. Le pilates vient du yoga ou ça n'a rien à voir? Ou Malheureusement, je tu ne sais sais pas? pas Tu sais pas. suffisamment l'histoire du Pilate. Apparemment, D'accord. il y a quelques postures quand même qui viendraient du yoga. Je n'ai Mm. jamais fait de Pilate non plus. Je sais juste Ok. qu'ils ont une respiration principalement au niveau de la cage thoracique. Alors que nous, en fait, on va travailler beaucoup avec la respiration complète, hein, parce que la respiration naturelle du corps, c'est par le ventre. Mm. Donc, l'idée, c'est j'inspire, je gonfle le ventre, ensuite je monte ma respiration jusqu'ici. En fait, je mets vraiment tous mes muscles respiratoires. Alors, bien sûr, notre plus grand muscle, c'est notre diaphragme, mais il faut savoir qu'on a des muscles respiratoires jusqu'au niveau du plancher pelvien. Donc, l'idée en yoga, c'est de développer au maximum notre capacité thoracique, et notamment pas que ici, au niveau donc, de la cage thoracique. Après, je ne connais pas du tout, c'est comme les Mm. ostéos, D'accord. Non, non, sûr c'était. pour en dire plus, mais Ok. Moi, j'avais fait une fois un peu de tai chi, donc bon, c'est encore différent du yoga. Mais bon, je te dis, à part mon expérience d'être devant ma télé pour faire des cours de yoga pendant le confinement, mais j'avais trouvé ça sympa. Après, je pense que l'avantage d'être en studio, c'est que tu as l'énergie des autres, comme tu disais, oui. et puis les conseils du prof. Parce que moi, j'avoue que des fois, voilà, sur le dos, j'étais peut-être pas pile poil comme il fallait. Mais la salutation au soleil, c'est super difficile en fait, quand même. Non, quand même. Oui, je rebondis les cours en studio. En fait, c'est vrai que d'être en relation avec un prof, alors il faut trouver et son bon type de yoga et le prof avec qui ça match. Parce il doit y avoir une relation en fait, de confiance entre le prof et l'élève. C'est hyper important qu'il y ait une communication, que l'élève puisse bah voilà, exprimer ce qu'il a pu, par exemple, ses difficultés ou ce qu'il a pu ressentir au niveau émotionnel. Enfin, il faut qu'il puisse y avoir une conversation fluide entre les deux. Sinon, pour moi, voilà, si on vient si on vient prendre un cours de yoga avec un prof qui nous plaît moyen, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, il y a aussi cette idée, effectivement, sur un cours. Donc, moi, quand j'enseigne, en fait, soit je pratique avec eux pour montrer un peu les postures, soit je ne pratique pas et en fait, je dicte, soit je me déplace dans la salle et en fait, je corrige. Je corrige seulement s'il y a une erreur qui pourrait apporter en fait une problématique physique qui peut être tout bête, hein. Des fois, le genou doit être sous la cheville, notamment dans le guerrier 2, qui est une posture qui fait un guerrier. Et des fois, les gens, ils placent soit leur genou trop à l'avant. Ça, c'est très mauvais pour l'articulation. Ici, ils font ça une fois, ça va, mais 10 fois, 100 fois, au bout d'un moment, ça bousille l'articulation.
Donc, en fait, moi, l'idée, c'est juste de placer ma main tout doucement et de ramener. Donc, ce n'est pas une correction brusque en fait, comment dire, qui va faire sortir l'élève de son intériorité. Au contraire, c'est très doux. Sinon, c'est juste aussi pour montrer un peu l'impulsion au niveau de la posture. Donc, en fait, c'est plus pour faire prendre conscience aussi à l'élève l'impulsion qu'il doit donner et corriger si vraiment il y a une problématique qui pourrait en tout cas amener une problématique physique. Ok. Après, du coup, bondir sur ce que tu me disais. Les salutations, oui. Écoute, salutations au soleil, pour moi, c'est une question d'entraînement, en fait, encore une fois. Après, il existe plusieurs types de salutations. Il y en a Hatha Yoga, il y en a Vinyasa, il y a Flow. Donc, Ok. Est-ce qu'il y a une réelle différence de philosophie? Parce que toi, tu as suivi les cours du yoga traditionnel. Là, est-ce que en fonction des branches, tu vas retrouver, ou tu as quand même des piliers dans le yoga, tu n'es pas trop surpris, ou il y a vraiment des différences carrément, même de... Parce que tu parles d'une philosophie de vie. mhm. Est-ce que selon le courant dans lequel tu vas, tu peux enfin, que ce soit complètement différent, dans la philosophie même? Non, la philosophie, c'est la même. Ok. C'est la même. Alors après, selon les personnes qui font la formation, bien évidemment, des fois la philosophie est plus ou moins respectée, notamment dans ma formation Vinyasa, j'ai vu que, par exemple, il y a un des principes, c'est la non-violence pour soi. Et dans ma formation Vinyasa, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens qui mettaient en violence leur corps pour arriver à faire des postures Vinyasa, parce que je rappelle que le Vinyasa, c'est quand même quelque chose d'hyper challengeant. Alors, heureusement que moi, j'avais fait ma formation Hatha Yoga avant, parce que là, c'était vraiment la non-violence, le respect total du corps. Contrairement dans ces yogas beaucoup plus dynamiques, où notamment il y a beaucoup de jeunes et qui sont plus en fait dans cette notion de non-violence. Et je m'étais fait la réflexion que si moi, à leur âge, hein, parce que j'ai fait cette formation il y a à peu près ce perfectionnement il y a 4 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et je m'étais dit que si à l'époque j'avais rencontré le Vinyasa Yoga, peut-être j'aurais été effectivement dans la non, j'aurais pas du tout été dans la non-violence, parce que cet esprit de compétition aurait peut-être pris le dessus par rapport à tout ce cheminement en fait que j'ai fait à travers le Hatha Yoga. Et j'étais contente en fait d'être dans cette non-violence parce que moi j'ai toujours respecté mon corps dans cette formation, alors que j'ai vu des jeunes c'était une formation qui s'est passée sur plusieurs semaines, et donc des semaines qui étaient découpées, hein. Et par exemple, on est arrivé au mercredi, elles ne pouvaient plus bouger, quoi. Elles avaient mal partout, alors que moi j'arrivais à la fin de la semaine dans ma pratique Oui, donc tu conseilles peut-être la Thai yoga quand même pour les gens qui qui débutent. débute. Ouais, d'accord. Oui, Ok. c'est ce que je conseille généralement, le hatha yoga, voilà, pour en tout cas venir voir. Mais après, tu as des gens qui ne peuvent pas passer forcément par le hatha, qui veulent absolument rentrer par le vinyasa, et c'est OK aussi, en fait, tout est Mm. possible. Ok. Mais si on me pose la question, effectivement, je dirige plus déjà sur le hatha, qui reste entre quelque chose de, comment dire, c'est pas statique comme le yin, puisqu'il y a quand même des postures debout, assis, couché, etc. Euh, que le yin où c'est vraiment, voilà, on reste très longtemps dans les postures en relâchement. Mais voilà, en fait, tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens qui vont rentrer par le vinyasa parce qu'ils ne peuvent pas en fait rentrer tout de suite dans le hatha yoga traditionnel. Ça serait trop compliqué pour eux de, de trouver un bien-être mental dans ce type de yoga, comme dans le yin. Donc, ils Mm. rentrent par là et puis parfois, ils bifurquent justement sur le hatha, sur le yin. Et il y en a d'autres qui rentrent par le hatha, le yin et qui vont sur le vinyasa. Donc, en D'accord. fait, il y en a qui font les deux. Il y en a une semaine, ils viennent sur le Vinyasa, l'autre semaine, ils viennent sur le Hatha. Il y en a qui en font 2 fois par semaine, donc une fois Vinyasa, une fois Hatha. Et c'est OK. En fait, vous savez quoi? Il faut Tout ouvrir est le champ des possible. possibles, en fait. Ouais, d'accord. Et alors, on voulait, parce que l'origine, c'était un peu parler du bienfait du yoga et comment ça a changé ta vie. Tu parles d'une philosophie. Donc, ça veut dire que le yoga t'accompagne même une fois que tu as fini ta séance. Et ça a transformé fondamentalement ta vie. Alors, qu'est-ce que ça a changé en toi? Alors déjà, la première chose, c'est la connexion à mon corps. Le fait que je suis toujours sur ce chemin, hein, bien évidemment, mais le fait d'apprendre à écouter ses besoins. Donc ça, c'était pour moi, c'était vraiment la première chose que j'ai touchée. Il y avait aussi cette idée d'avoir une recherche d'équilibre dans ma vie, donc d'arrêter d'être dans le trop. Alors bien évidemment, on n'a jamais fini ce chemin, hein, c'est toujours un chemin qui continue à s'affiner, bien évidemment. Il y a aussi tout ce que le yoga apporte à côté, c'est-à-dire les connaissances, les rencontres.
Et puis le cheminement que tu fais à partir de là. Enfin, moi, j'ai eu un cheminement extraordinaire à partir de mon école de yoga. Donc, je suis devenue professeure, j'ai créé mon studio, je fais des retraites, j'organise des événements. En parallèle à ça, j'ai fait d'autres formations, notamment bioénergie, kinésiologie, donc qui est toujours en fait dans cet aspect corporel, qui pour moi rejoint en fait la connexion à la profondeur du corps. Il y a cette idée en fait d'entonnoir en fait. Euh, C'est-à-dire que je suis partie du haut de l'entonnoir et petit à petit, toujours avec ce chemin du yoga, en fait, j'ai- j'ai- je chemine, mais c'est comme si tout se rétrécissait, en fait, mais de façon positive, en fait, pour trouver, entre guillemets, ma mission de vie, qui n'est peut-être pas forcément le yoga d'ici quelques années, en fait, hein. Oui, ça Mm. devient un état d'esprit, tout à fait. C'est exactement ça. Mm. Et il y a aussi le fait que, pour moi, ça reste en fait un ancre au quotidien. Et sur ces 20 ans, sur mon tapis, tous les matins, que je sois angoissée, que je sois triste, que je sois joyeuse, fatiguée, en forme, malade, alors sauf si je ne peux pas me lever, bien évidemment, que je sois pressée, que je sois au bagne, que je sois dans un, je ne sais pas, en train de faire du camping sauvage ou dans un hôtel 4 étoiles ou au Maroc, dans le Sahara ou je ne sais où, la pratique. Et en fait, ça me donne un cadre, enfin pas un cadre, une structure. Et n'importe où je suis, avec n'importe qui, j'ai cet espace avec moi et ça, c'est juste énorme. Et ça donne une autre saveur en fait dans la vie. Et en plus de commencer la journée comme ça, c'est juste waouh. Enfin, pour moi, je dis toujours la façon dont vous commencez la journée détermine la façon dont elle va se continuer et se terminer, mais c'est exactement ça, quoi. Et Mm. puis, cette idée de prendre du recul, je De la sais pas, hauteur, une d'être. autre vision, oui. Mm. Alors de la hauteur, mais parce que quand je dis de la hauteur, les gens s'imaginent en fait qu'on se satellise dans les étoiles. Et non, oui, c'est de la discipline, c'est ça. Et la discipline apporte la liberté, hein, contrairement à ce qu'on Mm. pourrait penser dans nos sociétés. C'est prendre de la hauteur, mais pas de la hauteur, genre je me déconnecte en fait. Si par exemple je vis une épreuve qui est désagréable pour moi, euh, au début, quand je disais aux gens de prendre de la hauteur, en fait, pour eux, ils la mettaient plus en déni. Et j'ai compris que ce n'était pas forcément le bon terme. Donc, c'est plutôt de faire face à la situation, mais en ayant une autre vision. Un certain détachement, alors, peut-être. Oui, oui, Non? ou en tout cas d'arriver à percevoir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, qu'est-ce que je peux accueillir. D'être Voilà. observateur et pas dans le truc, mais juste le petit décalage qui te permet Tout à fait, tout à d'avoir fait. une C'est autre. c'est- c'est prendre du recul, mais c'est aussi, et pour moi, c'est ça aussi ce que je voulais dire et qui est hyper important, c'est d'être incarné là dans son corps, vraiment. Et dans nos sociétés, souvent, les gens, enfin, c'est pas un jugement, hein, parce que moi j'y étais, les gens sont enfin, souvent très déconnectés de leur corps. C'est-à-dire, les émotions, ils ne savent pas les gérer, il y en a qui ne savent même plus les ressentir. Les gens ne savent plus communiquer leurs besoins. Mais bon, c'est aussi le rythme de la société, hein. On est hyper stressé en plus avec tout ce qui se passe depuis 2 ans. Enfin voilà, c'est juste, j'ai envie de dire énorme, mais dans le sens négatif presque. Et du coup, cette déconnexion fait que les gens sont dans le déni. Et quand ils vivent des situations, en fait, ils les prennent plein pot. Et quand on est vraiment incarné dans son corps, en fait, on peut prendre du recul, mais pas dans l'idée, je, comment dire, je ne gère plus la situation ou je la cache ou je la nie, mais au contraire, j'y fais face. Et dans ce face-à-face, en fait, comment est-ce que comment est-ce que je peux la regarder? Est-ce que je peux changer mon regard? Comment est-ce que je peux percevoir ça? Enfin voilà, il y a tout cet angle de vue, en fait. C'est un peu comme décoller le nez de la vitre. Mm. Vous voyez, quand on est dans notre vie stressée et tout ça, on court tout le temps et on est là, on est collé, et en fait, on voit que ce qu'il y a devant nous. Mais Mm. quand on décolle, en fait, on a une autre vision, mais pourtant, on est toujours là dans notre corps, en fait. Oui, oui, c'est lever la tête aussi, lever la tête du guidon. Je t'ai entendu dire, il y a des gens qui sont déconnectés de leurs émotions, et c'est vrai. Et tu penses que le yoga peut les aider À reconnecter? en même temps de se reconnecter à leur corps, de les aider à se reconnecter à leurs émotions? Oui, Oui, oui. d'accord. Suivant les périodes, j'ai des élèves, mais notamment beaucoup sur les retraites de yoga, parce que sur les cours, bon, ils viennent sur 1 heure et quart, c'est moins évident. Des gens qui pleurent sur une posture.
Voilà, on fait une posture et puis d'un seul coup, donc je vais vers eux, donc je leur demande. Alors je leur demande pas si ça va parce que si on leur demande ça tout de suite, ils coupent. Et oui, oui, ça va, et ils arrêtent. Donc je vais juste vers eux et je leur demande s'ils ont besoin de me communiquer quelque chose, quoi. Ça pourrait être une douleur physique, voilà. Et en fait, ils me disent: «Mais je sais même pas pourquoi je pleure». Et en fait, ce qui se passe, pardon, c'est qu'ils sont en train de décristalliser, en fait, une émotion qui était, bloquée dans une partie du corps et sous l'effet d'une torsion ou d'une ouverture de hanche et bah, paf, il y a le truc qui sort. Wow. Et j'ai même sur une retraite de yoga, en fait, je crois que c'était, je sais plus, sur, une relaxation, il y a un homme qui s'est mis à hurler de pleurs, quoi. Parce qu'il avait enfoui en lui, en fait, une quantité d'émotions et c'était ressorti en catharsis, quoi. Ok. Et est-ce que c'est possible alors de quand même se mettre au yoga quand il y a une date limite, enfin un âge limite, pardon, pas une date, hein, un âge limite si on n'en a jamais fait, qu'on a déjà des douleurs, tu vois, ton corps est douloureux. Oui. Est-ce que on peut quand même, ou c'est trop tard, ou même des personnes qui ont des problèmes de physique, de maladies, de douleurs musculaires, enfin dans leur corps, des fibromyalgies et autres. Est-ce que ça peut être conseillé le yoga pour Oui, ou j'ai des pas? gens, bah, notamment sur la Yoga qui viennent, donc déjà qui ont un certain âge et puis pour tous les gens qui ont, vraiment des grosses douleurs, moi j'enseigne, le restorative yoga, donc c'est encore en dessous du yin, mais c'est pas le yoga nidra non plus. C'est-à-dire qu'on va rester dans des postures qui sont légèrement inclinées, d'accord? Ou avec des chaises, des bolsters, enfin tout type de support. Parce que l'inclinaison du corps va permettre, en fait de travailler sur le nerf vague et de ramener le corps en homéostasie. Et le restauratif yoga, il est conseillé justement aux personnes qui ont de très grosses douleurs au niveau du corps, qui sont en burn-out et cetera et cetera. Et ça permet en fait de rééquilibrer le corps. Alors là, par contre, sur un cours de restaurative yoga, par exemple, on va faire 4 postures. Donc chacune vont être maintenues pendant 20 minutes, mais c'est Wow. vraiment d'amener le corps dans une inclinaison, alors suivant la posture, et de mettre tous les supports possibles pour que le corps soit bien. Généralement, ce qu'on fait, alors là moins parce qu'il y avait l'histoire du Covid, mais au studio, j'ai des, coussinets de relaxation qu'on pose ici, en fait, qui vont permettre, en fait, d'appuyer sur le front, donc d'apaiser le mental et puis, en même temps de permettre d'amener la personne, en fait, dans un espace, bah, complètement de nuit, de relâchement. Je leur fais mettre une toute petite musique de relaxation et ça, par contre, bah, comme son nom l'indique, restaurative yoga, ça restaure le corps. Et il y a beaucoup de grands sportifs qui se sont blessés, qui font du restaurative yoga justement pour restaurer le corps. Parce qu'en fait, quand le corps se met en état d'homéostasie, ben, son auto-guérison est beaucoup plus rapide. Alors après, il faut aimer rester statique, évidemment, pratiquement pendant 1 heure et quart. Mais tous les bienfaits, et c'est ce que je fais après mes cours, en fait, juste avant que les gens partent, avant qu'ils se lèvent, je leur demande juste, quand ils ont encore les yeux fermés, donc en posture assise, juste d'observer comment ils se sentent là. Donc ensuite, on partage et ils me disent tous: «Mais waouh, je me sens bien». Bah, juste surtout, ne l'oubliez pas, parce que souvent, on oublie comment on se sent bien à la fin d'un cours. Et quand on est dans le cours et que le mental il trotte, on se dit: «Oh là là, mais quand est-ce que le cours finit?» Tout ça, patati patata. Mais à la fin du cours, il y a tellement un bien-être physique qu'on se dit: «Waouh, mais en fait, ça valait le coup, quoi». Et c'est ça, en fait. Ouais, parce que ça doit être super chaud de tenir une truc pendant 20 minutes quand même. Ça, c'est ouais, il n'y a pas des gens qui se lèvent et qui se disent j'en ai marre, je m'en vais. Non, Non. ça m'est jamais arrivé. Après, mon discours, il est très, comment dire? J'amène aussi les gens dans cet état et après les gens qui font du restauratif, généralement, c'est des gens aussi qui sont dans des douleurs physiques assez importantes et donc du coup, à travers cette pratique, je leur fais travailler la gestion de la douleur, en pleine conscience, en fait. Ah oui. Et c'est juste énorme parce qu'il y a des gens qui diminuent leur traitement antidouleur, rien qu'avec ça. Ah oui, il y a Donc vraiment voilà, c'est, des bienfaits incroyables sur le yoga alors. Delphine, si tu veux poser des questions en ouvrant ton micro, ce sera avec plaisir. oui, avec plaisir. Non, mais je veux pas interrompre, c'est intéressant, mais c'est comme ça me vient au fur et à mesure, c'est pour pas oublier. Et puis, comme ça, Stéphanie peut répondre à sa,
À son rythme, je vais pas lui couper, couper Mais j'ai son pas, élan, quoi. du coup, Alors, j'ai est-ce pas que tout vu. Alors, je vais peut-être ouvrir. Est-ce que tu veux me poser Oui, je des questions? demandais si ça pouvait être compliqué de garder une posture quand on a perdu sa souplesse. Alors, tu veux dire en yoga statique? Oui. Alors non, c'est pas compliqué puisque pareil que dans le yoga dynamique, en fait, il y a plusieurs variantes. Et dans le yoga statique, en fait, on utilise les bolsters, donc les espèces de gros rondins là, Mhm. un peu mous. Et suivant en fait où le corps peut aller, ben, soit par exemple dans la posture du papillon, on est en flexion. Donc soit les gens seront très à l'aise et effectivement ils iront sans aucun support, soit il y en a les autres qui mettront le support sous les aisselles en fait pour être plus à l'aise. Il y en a d'autres qui poseront le support sur les cuisses et les coudes dessus par exemple. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas aller très loin dans la posture. En fait, ils vont mettre le bolster debout juste pour poser le front. Et l'idée en fait c'est de partir de là où on est. Et en D'accord. fonction d'ajuster, en fait, pareil. Et c'est ce que je dis aux élèves, en fait. Si vous travaillez avec une volonté mentale, dire ah, je vais absolument être souple et en fait, je vais aller plus loin, et vous sortez avec un mal de dos, ça ne sert à rien, puisque après, vous allez pas revenir au cours parce que vous pouvez plus faire de yoga pendant une semaine. Si vous travaillez avec votre corps va vous dire ben, ce soir ou ce matin, je peux aller que jusque-là. Et c'est OK, parce qu'en plus, on n'a pas le même corps d'un jour à l'autre. Il faut savoir, en fonction de ce qu'on a mangé, de comment on a Mhm. dormi, de qu'est-ce qu'on a fait la veille de ce qu'on a bu. Enfin, voilà, je peux qu'on ait moins bu ou plus bu. Enfin, et puis les émotions, ce qui s'est passé un petit peu voilà, la veille. Donc, si on est à l'écoute du corps et que le corps dit, ben là, je peux faire que ça, ok, donc du coup, j'ajuste avec un support. Et ben, au fur et à mesure du temps qui passe, le corps va se relâcher. Mais c'est pas ça, c'est qu'au fur et à mesure de la pratique, des semaines, des mois, des jours, et bien, à un moment donné, le corps va s'assouplir de plus en plus et donc les gens mettent le bolster moins haut. En sachant, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas du coup si j'avais fini, mais chacun a une structure osseuse différente. Oui, c'est ce que je disais en fait. Il y a des fois, on ne pourra pas aller faire des grands assouplissements parce que notre corps ne nous permet pas. Et il faut être aussi OK avec ça. Parce que les postures qu'on voit sur Insta, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup des gens qui sont hyper laxes. Il y a très peu de gens en réalité qui peuvent faire ça en yoga, même après des années de pratique. Parce que la structure osseuse, les os, en fait, c'est quand même dur, en fait. Certes, ça peut s'assouplir, entre guillemets, mais pas autant que les muscles. Donc, si votre structure osseuse, elle est comme ça, comme ça, comme ça, vous ne pourrez pas avoir la même structure osseuse de quelqu'un qui est hyper laxe et qui peut, je sais pas moi, basculer carrément sa cage thoracique à l'arrière pour poser les mains au sol. Donc, il faut Ouais. aussi être dans l'accueil du corps et dans son respect. Et c'est comme ça qu'on peut aller loin, mais pas loin au niveau postural. Loin, en fait, j'ai envie de dire, dans sa façon de pratiquer. Et la façon de pratiquer, c'est quoi? C'est je suis à l'écoute de mon corps et je vais là où il me permet d'aller. Mm. D'accord. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et il n'y a pas de niveau à atteindre, en fait. C'est pas comme dans Non, les sports de combat où tu as des ceintures, en fait. On s'en fiche. non, non, il n'y a absolument pas de niveau à atteindre. Et même en Vinyasa, où je leur donne une posture, ce qu'on appelle Apex à l'année, donc la posture Apex, c'est la posture sommet. Donc on travaille, c'est une posture un peu challengeante, mais qui est plus dans l'idée d'amener du jeu, en fait. Donc c'est la posture de Bakasana, la posture du corbeau. Donc on pose les mains au sol et on va poser en fait nos genoux dans les aisselles voilà, pour faire la posture du corbeau. Je leur fais faire ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ça leur amène un challenge. Donc il y a le côté un petit peu, c'est un petit peu frémissant quand on sait qu'on a un challenge comme ça, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler toute l'année sur le renforcement des bras pour arriver en fait à faire cette posture, mais là où on peut la faire, bien évidemment. Et je leur amène ça en fait comme un jeu, en leur disant, voilà, bah, si vous pouvez juste soulever un pied et non pas les deux, c'est OK. Mais il y a aussi l'idée en fait de la progression. Et souvent, donc je leur fais faire plusieurs fois quand même tout au long de l'année scolaire. Et souvent, la première fois que je leur fais faire, et OK, ils disent: «Jamais de ma vie j'arriverai à faire ça». Donc déjà, c'est de leur montrer en fait que déjà ils posent une croyance qui est fausse, parce que bah, moi si j'arrive à la faire, tout le monde peut la faire, on est bien d'accord. Voilà, parce que j'ai rien d'extraordinaire, hein, voilà, et donc au bout du compte, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent, ben, en fait, ils soulèvent un pied, ils en soulèvent un deuxième et après ils y arrivent. Donc il y a cette notion de dire: «Oh ouais, mais en fait j'ai progressé». Mais j'ai progressé
sans me faire mal et en restant à l'écoute de mon corps, mais non pas sur 15 jours, mais du mois de septembre au mois de juin. Donc déjà aussi, ça donne cette idée en fait que oui, il y a des choses qui se font sur le long terme, contrairement à ce qu'on a oublié un peu dans nos sociétés où on a tout de suite. Et donc, c'est ça aussi. Et pour moi, c'est ça. En fait, aucun de mes élèves, depuis que j'enseigne, aucun de mes élèves n'est venu me voir à la sortie d'un cours ou m'a écrit un mail dans la semaine ou à la sortie d'une retraite de yoga pour me dire « je me suis fait mal ». Aucun de mes élèves ne m'a dit ça. Donc, je me dis « ok, c'est que mon enseignement, il fonctionne puisque c'est le respect du corps ». Et des fois, je leur dis « allez moins loin ». Et tous ceux que je vois qui d'habitude vont dans les variantes les plus élevées, je leur dis « non, aujourd'hui, vous allez sortir de votre zone de confort, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous allez aller moins loin et vous allez prendre la variante du dessous. » Voilà. Et c'est ce côté-là, en fait, qui est aussi simple. Alors, il y a Bibi qui a posé une question. Le yoga pour le nerf vague, donc celui pour les douleurs, c'est ça que tu veux ou tu veux prendre la parole, Bibi? Elle demande si c'est le yoga régressif, c'est ça? Le restaurative. Ah, restaurative. Oui, restaurative yoga. Merci. Avec plaisir. Oui, le restaurative yoga. Oui. Il vient du yoga Iyengar. Le yoga Iyengar, c'est un monsieur qui a inventé tous les supports qu'on utilise, notamment les sangles, les bolsters, les briques, etc., etc. Donc, tu dirais qu'il n'y a aucune contre-indication à faire du yoga. Et c'est plutôt, Non. on a plutôt intérêt, on devrait tous en faire un peu, en fait. On devrait tous en faire et quand on est en bonne santé ou qu'on n'a aucune problématique physique, on devrait commencer le yoga. D'accord. C'est comme quand on va chez l'ostéopathe, on ne devrait pas attendre d'avoir mal quelque part, on devrait faire de la prévention. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la médecine chinoise et la médecine hindoue. Hein. Les gens vont chez leur médecin chinois ou hindou parce qu'ils sont en bonne santé, donc c'est pour pérenniser leur santé. Ici, dans nos sociétés, on attend d'être mal pour aller consulter. Et c'est dommage parce qu'en fait, la santé, c'est quelque chose qui s'entretient. Il faut aider notre corps à être en bonne santé. Évidemment, si on ne l'aide pas et qu'en plus, à côté de ça, on fait un peu n'importe quoi, bah, le corps, il a aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu ses limites. Hein. Oui. Donc, le yoga permet donc vraiment de se reconnecter à son corps, ses émotions, être à l'écoute de soi et rien que commencer à faire attention à tout ça fait que ta vie change progressivement en fait. Progressivement, sans effort, juste en intégrant cette philosophie de respect de soi et d'écoute de son corps. Oui, j'ai envie de dire que le seul effort à faire, c'est de venir sur son tapis Ouais. le plus souvent possible. Ensuite, ce qui se passe, en fait, quand on pratique quelque chose sur le tapis, alors ça prend du temps, attention, hein, on n'est pas effectivement en grande surface, où on met dans le caddie, on ressort, on paye et on ressort avec le truc. Ce qu'on pratique sur le tapis, au bout d'un moment, ça se met en place dans notre vie, ou en tout cas en soi, naturellement. C'est-à-dire que la non-violence, par exemple, ou le respect, au bout d'un moment, on va se dire « Ah, bah tiens, je suis plus dans le respect de moi-même ». Et je dis aux élèves, ce que vous faites sur le tapis, en fait, c'est juste de l'entraînement. Parce qu'en fait, le yoga, c'est ce qui se passe après le tapis. C'est dans la vie au quotidien. Et ça se met en place petit à petit. Je le vois chez mes élèves, en fait, qui pratiquent très régulièrement. Je vois des femmes qui, au bout du compte, sont complètement changées. Elles me disent « Mais Steph, je me sens trop bien ». Alors, je parle des femmes parce que, évidemment, 95% de mes élèves sont des femmes, mais je vois leur changement, quoi. C'est juste énorme. Je vois aussi beaucoup de femmes, en fait, qui sont dans un milieu professionnel qui ne leur convient plus et qui, à travers la pratique du yoga, un peu comme moi, en fait, sentent qu'elles ne sont plus du tout alignées. Donc, il y a une espèce après de recherche professionnelle pour être plus alignées sur une activité. Il y a beaucoup, en fait, de chamboulements, entre guillemets, mais positifs. C'est comme si on arrive sur notre tapis, en fait, ouais, on croit qu'on se connaît, ouais, on a notre vie, en fait, tout va bien, mais en fait, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. On pratique le yoga, waouh, on s'aligne, et en fait, après, on se dit, ah oui, mais alors, attends, le métier que je fais, c'est pas ça. Alors, voilà, il y a plein de petites choses, en fait, qui viennent en interrogation comme ça et qui nous replacent, en fait, sur notre chemin. Au centre de nos priorités, en fait. Et on tourne le regard. Oui, tout commence par soi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre.
Alors Delphine, toi qui étais venue parce que tu n'avais jamais fait de yoga et que tu voulais qu'on réponde à tes questions, est-ce que Stéphanie a répondu à tes questions? Ou si tu en Ah, as, je t'écoute. je crois que je les ai posées au fur et à mesure. Et puis, en plus de ce que tu as exprimé ce soir, oui, je pense que je suis de plus en plus convaincue de me diriger vers la pratique du yoga. Surtout que Je tu as pense que entendu que tu n'étais pas obligée d'attendre septembre, oui, que oui, tu oui, pouvais oui, déjà non, les mais repérer maintenant. oui, oui, je pense que et comme elle disait tout à l'heure, Stéphanie, il y a un temps pour chaque chose. Et je crois que je suis maintenant, ça fait un moment que je tourne autour du pot et que j'essaye de me lancer. Et moi, je fais de la marche nordique au quotidien et je me dirige de plus en plus vers la nature et vers ce style de vie. Donc, je pense que je vais courir, m'inscrire à un Mhm. cours de yoga. Tu es dans D'autant quelle plus région? que, Tu es dans alors quelle moi, région, Delphine? je suis en Lorraine, Ah, je suis à Metz, oui. et donc j'ai une école de yoga juste à côté de chez moi, et tous les jours je Ah. passe devant et je dis quand est-ce que tu vas t'arrêter? Bon, alors c'est ton petit défi, Ouais, Delphine. exactement. Demain, tu y passes C'est ça, et je m'arrête. et tu t'arrêtes et tu fais un petit post en nous mettant «Ça y est, je me suis inscrite». Ça, Voilà, c'est ça. ça me fait penser à une élève qui pratique avec moi depuis 5 6 ans, je crois, qui m'avait dit quand elle est arrivée, en fait, ça va faire 4 ans que j'achète tous les magazines de yoga, que je les lis. Et elle dit, ça fait seulement aujourd'hui, je passe le pas de la porte. Et parce qu'enfin, j'ai compris qu'il fallait quand même que je passe par le corps pour faire le yoga, que c'était pas que la lecture. J'ai dit oui. Et il y a une phrase qui dit, le yoga, c'est 99% de pratique et 1% de théorie. On passe par le corps. C'est tout passe par le corps. Et ça, Mm, c'est génial, en fait. Parce que mm, l'expérience ne passe que par le corps. Et mm. quand on est dans notre corps, ben, on quitte la tête. Et quand on vient au yoga avec un problème qui prend toute cette dimension, donc peut-être au début du cours, on a du mal à le lâcher. Ok, peut-être on n'arrivera pas à le lâcher totalement, mais en tout cas, ce qu'il va faire, c'est ah, je ne suis, c'est plus le problème du monde entier finalement. Finalement c'est ça. Et souvent on se dit mais finalement pourquoi je me suis fait un monde de ça en fait en réalité. Bah, parce que quand on est en fait, ça tourne en boucle et ça, ouah, ça va dans tous les sens et puis ça renforce le problème. Alors on descend dans le corps, foot, hop, et là mais finalement je me suis fait tout d'un monde, d'un rien. Et en fait Mm. j'avais même la solution. Et c'est ça, Oui, en fait. donc, On est trop dans nos têtes, en fait, dans notre société. C'est pour ça que les gens vont pas bien, en fait. oui. Donc, ce qui est incroyable avec le yoga, c'est que finalement, ça te reconnecte à ton corps, parce que tout ce qui est douleur et autres, ça te permet d'apaiser ton mental, de le libérer, et puis finalement, de te reconnecter à tes émotions. Oui, Donc, je veux dire, ça t'apprend vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Valérie, comment je fais pour me connecter à mon baromètre intérieur? Bah, finalement, le yoga, c'est une clé, parce que moi, je parle souvent de la respiration. oui, Mais là, eh ben, le yoga, faire du yoga pour justement réapprendre à écouter, parce que ben, on est nombreux à avoir complètement oublié. En fait, on ne sait plus comment faire, ni le corps, ni la tête. Enfin, si la tête, on entend bien, et puis les oui, c'est ça. émotions, voilà, on n'entend plus que la tête. C'est exactement ça. Et Après, quand tu parlais de respiration, pour moi, la clé de voûte du yoga, c'est la respiration. Sans ok. respiration, c'est que du sport. C'est-à-dire, on lève un bras. Si on n'a pas la respiration, autant aller dans la salle de gym qui est juste en bas du studio. Et puis, c'est la respiration qui devance le mouvement. C'est-à-dire, déjà, on inspire. Donc, on inspire. Moi, je dis toujours, dans mon enseignement, c'est inspirer, lever le bras et non pas lever le bras, inspirer. C'est pas c'est l'inverse. C'est inspirer, lever le bras. Donc, on inspire, on lève le bras. Et ça, c'est du yoga. Parce que la respiration, c'est le pont entre le corps et l'esprit. Ok, c'est chouette ça. Ouais. Ouais, ouais. Et pour moi, la clé de voûte, c'est la respiration. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas respirer, les corps qui ne respirent pas, c'est des corps contractés. Un corps contracté ne peut pas être en pleine santé. Comment voulez-vous trouver un équilibre, une joie de vie en vous et dans votre vie si votre corps il est comme ça? C'est pas possible. Donc c'est ouais, déjà j'apprends à respirer. Déjà en yoga, ce qu'on apprend, c'est à observer sa respiration, apprendre à respirer en utilisant au maximum sa capacité respiratoire et en ramenant son corps. Parce que parfois, même les corps, ils ont perdu
la respiration naturelle. Les corps de certaines personnes ne savent même plus respirer naturellement, pour vous dire où parfois certaines personnes commencent. Et ensuite, après ça, c'est l'observation de mon bava. Qu'est-ce que c'est mon bava? C'est mon état des lieux intérieur. Apprendre à observer ce qui est en moi, dans mon corps physique, au niveau de l'énergie, au niveau de mon corps émotionnel, donc d'apprendre à accueillir, à accepter et à accueillir ces émotions, et dans mon corps mental. Et c'est OK pour avoir un mental hyperactif sur une séance. Des fois, on peut rester plus longtemps sans respirer que sans penser. Mais simplement, bah, OK, j'accepte. Ce soir, j'ai un mental actif. Donc, je ne vais pas chercher à lutter. Parce qu'à partir du moment où on lutte, on n'est plus en yoga, on n'est plus dans l'union. La lutte, c'est quelque chose qui divise, on est d'accord. Mm. Donc, c'est j'apprends à observer mon bava. Pareil pour les émotions. Bah oui, on est là pour observer les émotions. Et on est là pour vivre toutes les émotions. Et les gens confondent souvent quand on est dans une évolution, d'accord, spirituelle, qu'à un moment donné, on ne doit plus ressentir d'émotions désagréables. Mais c'est faux. En fait, c'est Mm. juste la gestion de ces émotions-là qui vont nous montrer notre évolution. Et L'observation en fait, on et ressent l'accueil. pas tout. Ben oui, c'est ça. En fait, même si on est évolué, entre guillemets, hein, je mets ce terme, mais spirituellement, ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps dans la joie, dans l'amour, dans la compassion. Ben non. Oui, parfois, bah, quelqu'un nous embêtera et on se sentira de la colère, de la tristesse. Mais c'est comment on va réussir à gérer ça, à regarder ça en face, en fait. Mm. Mais c'est OK pour ressentir ces émotions-là, en fait. Ouais, Donc ouais. voilà, les gens confondent souvent qu'à un certain niveau, on doit être plus que dans la joie. Ben non. Mm. Non, alors oui, on ressent plus de joie, effectivement. Ça fait c'est beaucoup plus présent dans notre vie, dans notre façon d'être, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore des moments où, bah oui, On où est en ça va. colère, on a peur. On a la colère, la peur, Tout la à fait. tristesse. Voilà. Oui, Tout oui. à fait. OK. Et puis aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'à travers le yoga, en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on décristallise en fait les émotions. Quand on est en colère, eh ben, si on vient sur son tapis de yoga, ben, en fait, en mettant le corps en mouvement, bah, paf, on va évacuer ça. Pareil pour la tristesse. Moi, j'ai souvent pratiqué à une époque, parce que j'avais vécu des choses difficiles, où chaque fois que je me mettais sur mon tapis, où je pratiquais, je pleurais. Et ça me permettait en fait d'évacuer cette tristesse que je n'arrivais pas en fait, à évacuer, qui restait bloquée. Et donc, en mettant en mouvement le corps, en fait, on décristallise les émotions. Au lieu qu'elles s'impriment et qu'elles restent là. Voilà. Oui, oui. D'accord. Bon, ben oui, franchement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, bah, maintenant, tu vois, je ne savais pas non plus tous ces bienfaits, je n'avais jamais réalisé ce que ça permettait de faire fondamentalement, le yoga. Et c'est vraiment un outil super top pour apprendre à s'écouter et vivre en harmonie avec nous-mêmes, en fait, avec Carrément. notre. Alors, ça demande, si j'entends bien, parce que tu utilises plein de mots qu'on ne connaît pas, de se familiariser avec un vocabulaire yoga, quoi. Au début, dans les cours, tu dois être un peu perdu parce que la prof, elle dit des trucs et je sais pas de quoi elle parle, en fait. Alors, quand il y a des nouveaux, j'essaye de redonner en fait des précisions, d'éviter D'accord. mon vocabulaire justement de yoga. Alors là, excusez-moi du coup si je vous en ai. Merci Non, Delphine. non, non, c'est rigolo. Ah oui. Si j'en ai, oui, parce que c'est vrai que pour le coup, oui, c'est vrai qu'effectivement des fois j'ai tendance peut-être à oublier ça, surtout quand je suis en partage. Euh, mais oui, le yoga contient un certain vocabulaire. Pourquoi? Parce que le yoga c'est du sanskrit. Et notamment, toutes les postures sont en nom sanskrit, et le sanskrit, c'est une langue spirituelle. Donc, quand on prononce le nom des postures en sanskrit, le fait qu'on l'entende, il y a comment dire, une vibration en fait, qui se passe. Alors ça, c'est subtil, hein, attention, hein, je ne dis pas que tous les élèves sont, j'ai envie de dire, sensibles Le à ça. ressente, ouais. Ouais. Mais il y a quand même cette idée-là, en fait. Voilà. Donc, mais après, voilà, quand il y a des débutants, c'est ce que je dis aux anciens, j'ai dit, puisque quand on vient sur son tapis de yoga, c'est comme si c'était la première fois. Donc, c'est-à-dire Mm. tout ce que j'ai fait hier sur mon tapis, j'oublie. Donc, quand je fais une posture, j'ai beau l'avoir fait 1000 fois, je reste bien présent, Waouh. parce que c'était comme si c'était la première fois. Et c'est ça l'état de yoga. L'état de yoga aussi, c'est de garder l'émerveillement que Ouais. principalement on a oublié dans nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est ça en fait, je reviens sur mon tapis et waouh, c'est comme si c'était la première fois que je faisais cette posture et je vais découvrir du coup des choses nouvelles.
Donc, quand il y a des nouveaux qui arrivent, je dis aux anciens, OK, bah là, en fait, je vais donner plus de précision et c'est bien parce qu'en fait, vous allez refaire l'expérience du débutant. Et en fait, à la fin du cours, ils me disent, ah, mais c'était génial, Steph, parce que tu vois, ça, tu l'as dit, ça faisait quelque temps que tu ne l'avais pas dit, mais en fait, je l'avais déjà oublié dans ma posture. Donc, j'ai dit, en fait, c'est OK. Oui, oui, d'accord. Donc oui, les philosophies de base de la vie, comme les temps présents, être en présence, le temps présent, l'impermanence, en fait, tous ces, je vais dire concepts, mais c'est mental le concept, mais finalement, on l'expérimente dans le yoga. Oui. C'est pour ça que ça, c'est après une philosophie qu'on peut facilement, enfin, qu'on apprend à transposer dans notre vie quotidienne, parce que en fait, c'est l'essence même de. Oui, oui, donc d'accord, super, Oui, super parce que quand intéressant. on est connecté à son corps, on est connecté au moment présent. On est bien d'accord que le corps Ouais. fait partie du moment présent. Mm. Pareil pour la respiration. Le corps, c'est notre ancrage. Il ne faut pas oublier qu'en yoga, on dit que le corps, c'est le temple de l'esprit. Et les prières, les asanas, donc les postures, sont ces prières. C'est très joli d'ailleurs. Ouais, c'est chouette. Et donc, quand on est connecté au corps, on est dans le moment présent. Donc, quand on est dans le moment présent et connecté à son corps, on ne passe pas à côté de sa vie. C'est-à-dire qu'on la vit pleinement. Il y a aussi cette notion, c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure, de responsabilité. Parce que quand on habite son corps et qu'on est dans le moment présent, on a une notion de responsabilité dans sa vie, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de sa vie en général. Ouais. Quand on n'est pas connecté à son corps, on peut vivre sa vie à côté de ses baskets et être dans une non-responsabilité totale en disant c'est la faute à l'autre. Enfin voilà, tout un tas de trucs. Bon, là, c'est encore autre chose, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, donc quand on est incarné dans son corps, on vit plus dans le moment présent, évidemment. Et on a cette notion de responsabilité, en fait. Oui, puis de vivre, en fait, de sentir la vie en nous et d'être. Ouais, Carrément. ouais, effectivement, ouais, on n'est plus du tout en mode robot et paf, C'est ça, c'est ça. voilà. Et c'est ce que je disais, s'il n'y avait pas eu le yoga dans ma vie, je ne serais pas là ce soir devant vous. Donc le Ouais. yoga m'a sauvé la vie. Et l'autre chose que je dirais, c'est que si on me disait tu meurs demain, je dirais c'est OK pour moi parce qu'à travers le yoga et l'incarnation de mon corps, pour moi, j'ai bien vécu. Waouh, Donc chouette. ouais, j'ai pas de regrets parce que même si avant le yoga, j'ai vécu à côté de la plaque, enfin, à côté de moi-même, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'était l'expérience qui m'a amené là. Mais là, aujourd'hui, si on me disait ben, demain, c'est OK, t'as plus que demain ou t'as plus qu'une semaine, je dirais OK, ben, en fait, j'ai vécu ces 20 dernières années en me rapprochant de plus en plus de qui je suis, d'être vraiment dans cette incarnation totale et c'est OK pour moi. C'est beau ce que tu dis, Stéphanie, c'est chouette. Merci. Et donc, je voulais aussi, peut-être, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Sinon, moi, je voulais ajouter qu'en dehors de tes cours, tu donnais aussi des retraites, tu en as parlé plusieurs fois, Oui. qui se passent dans un lieu magnifique à première vue. Et donc, quand est-ce qu'est la prochaine retraite? Peut-être que ça va intéresser certains. Oui. Delphine, qui veut se lancer. Alors, les retraites, oui, sont ouvertes à tout le monde, hein, du débutant, pareil, parce que pour moi, l'idée, c'est d'ouvrir le yoga à un maximum de personnes. Donc, les retraites, en fait, ce n'est pas des niveaux avancés, c'est pareil, on adapte à tout le monde. Donc, la prochaine, c'est du 1er au 5 août. Elle est dans le Verdon. Donc, pour l'instant, j'ai essayé plusieurs lieux. Ça fait quelques années que j'ai ce lieu-là et j'arrive pas à m'en détacher. De toute façon, je vais rester encore longtemps dans ce lieu. C'est un ancien monastère qui est désacralisé, qui est situé donc à Moustier-Sainte-Marie, vers les gorges du Verdon, qui est un lieu, déjà rien quand on pénètre le portail, bah, déjà on a déposé en fait tous ses soucis, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment l'invitation au ressourcement. Donc ça, c'est absolument génial. Donc voilà, donc bah là, je suis à la recherche d'autres lieux, parce que c'est vrai que je voudrais donner d'autres retraites dans d'autres lieux, mais ce lieu est tellement, j'ai envie de dire, placé ici, que pour moi, à chaque fois que je trouve un lieu, il y a toujours un truc qui descend. Donc je me dis, bon, non, reste au monastère. En plus, les propriétaires, bah, le propriétaire, c'est un hindou qui s'appelle Dhruv. Donc bah, voilà, du coup, l'Inde, le yoga, c'est voilà, sa femme est belge. Ils ont rénové eux-mêmes le monastère. Donc, ils l'ont acheté à une vente aux enchères et ils ont fait tout de leurs mains. Ça fait quoi que 5-6 ans en fait qu'ils prennent des entreprises. Donc, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est juste par la présence de ce couple. En fait, c'est juste extraordinaire, quoi. Et puis, c'est la maison de l'abondance, quoi. Au monastère, en fait, c'est très facile de trouver des cailloux en forme de cœur, alors que personne ne les a amenés là. Oh, Donc c'est génial, hein. c'est extraordinaire. C'est un lieu, mais magique, vraiment D'accord. magique. Et donc, on arrive et on se dépose. Et on s'en remet à toi. C'est ça. Exactement. Donc, quand une personne s'inscrit, en fait, j'envoie le
carnet de retraite 15 jours, donc avant la date, où elle va retrouver en fait l'horaire de rendez-vous, l'adresse, mais aussi tout ce qu'elle doit emmener dans sa valise pour éviter qu'elle se pose des questions. Et à partir de là, en fait, dès que la personne arrive, moi, je les prends en charge tout au long du séjour jusqu'au dimanche. En fait, c'est vraiment l'idée d'amener les gens dans une immersion où ils peuvent vraiment déconnecter de leur quotidien pour vraiment prendre soin d'eux et comprendre qu'ils sont vraiment la personne la plus importante au monde, c'est eux, en fait. Parce que sans ça, ils ne pourront pas, encore une fois, donner tout ce qu'ils peuvent donner, tout ce qu'ils doivent donner, ou oui, tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils peuvent à leurs proches, tout part de soi. Et c'est vraiment l'idée pour moi, ok, de les accueillir et de leur donner un espace sur ces quelques jours où c'est rien que pour eux. Ils s'occupent de rien, donc les repas sont faits par le chef du monastère. C'est voilà, et juste, ils viennent aux cours, il y a du temps de libre, il y a la piscine, il y a le sauna, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste, je prends soin de moi, je coupe avec mon quotidien. Alors, des fois, j'avais eu l'idée de dire: «Allez, on ferme les téléphones portables, pendant tout ce temps». Puis Ouais. après, je me dis: «Non, c'est pas sympa» parce qu'ils ont quand même des enfants, principalement, c'est des femmes, donc non, voilà, donc c'est OK pour ouvrir les portables en pause, voilà, mais c'est vraiment cette idée de se retrouver avec soi-même et puis encore l'idée de former une communauté. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des amitiés qui se créent, parce que pour moi, l'important, c'est vraiment d'amener une osmose dans le groupe et dans chaque retraite, qu'ils aient été 10 ou 30, il y a toujours une osmose, en fait, parce que je pose toujours cette intention avant chaque retraite. Et il y a des véritables amitiés qui se créent. Alors, des fois, il y a des groupes WhatsApp qui se créent, ils se retrouvent suivant où ils habitaient. Enfin, et en fait, les amitiés qui se lient, comme au studio, c'est des vraies amitiés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de masque. Il n'y a pas le masque social, il n'y a pas le masque professionnel. Les gens se rencontrent en habit de yoga, donc il n'y a pas cette idée. Moi, j'ai un costard-cravate, toi, tu as une salopette avec un t-shirt. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée. Je suis moi et je rencontre l'autre, en fait. Et il y a des amitiés qui se créent, c'est juste énorme. Moi, je suis témoin de ça et c'est C'est magnifique. merci, mais c'est D'accord. un cadeau, quoi. Ok. Donc, les gens peuvent te retrouver sur. Il faudrait que je mette les liens en dessous de la Ça m'a vidéo. dit bien-être, oui. Ça m'a dit bien-être. Alors, ça m'a dit bien-être yoga. D'accord. Ben, je vais peut-être là arrêter l'enregistrement et si après on a d'autres questions. À moins que tu voulais rajouter encore quelque chose, Stéphanie? Je pense que j'ai déjà pas mal Oui, tu partagé. as pas mal partagé. Donc, je vais arrêter.